Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui se sont connectés en ligne ce soir pour la présentation de l'Atlas du Maghreb, une mondialisation contrariée, donc qui vient de sortir aux éditions Autrement et qui a été publié donc par ordre alphabétique, Benjamin Badier, ici présent sur place, et puis Anne Lascaux qui est en ligne sur Zoom. Alors, quelques éléments de présentation de vous deux avant de vous laisser la parole. Donc Benjamin Badier, vous êtes historien, tu es historien, agrégé d'histoire, et tu es docteur en histoire de l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Tu as soutenu une thèse en 2023 intitulée Lier et délier le trône, Mohamed V, dernier sultan et premier roi du Maroc, et qui a été publiée l'année dernière chez Perrin sous la forme d'un ouvrage. Tu enseignes du coup l'histoire À Lorient. à Lorient, très bien. Et Anne Lascaux, donc qui est avec nous en direct du Maroc, si je me trompe pas, Anne. Donc Anne Lascaux est géographe, docteur en géographie de l'université de Lyon 3, avec une thèse qu'elle a soutenue en 2022, alors qui s'intitule, j'espère ne pas me tromper, Paysans de la Hesse, l'insertion des agriculteurs marocains par des pratiques informelles dans la huerta provençale en déclin. Et Anne termine actuellement un contrat postdoctoral au centre Jacques Berck, donc à Rabat au Maroc, et c'est là d'où elle nous parle puisqu'elle termine actuellement son terrain, plutôt sur, elle a suivi ses enquêtés depuis la Huerta provençale jusqu'au Maroc, et elle travaille notamment sur les migrants paysans entre Maroc et France. Voilà, et donc dans la région de Meknès et Fès, c'est ça, Anne? Voilà. Voilà, donc ils vont nous présenter donc cet atlas du Maghreb, une mondialisation contrariée, avec une préface de Benjamin Storas, qui est quand même très chic. Et voilà, et donc je vous laisse la parole, Benjamin et Anne, pour cette demi-heure de présentation. Eh bien, merci beaucoup Anne. Merci également d'avoir accepté de modérer aujourd'hui. Merci Ali Remo et merci au public. Donc, je prends très rapidement la parole avant de la passer à Anne. On va parler pendant 30 minutes de comment on a conçu cet atlas, quels sont les problèmes, les difficultés que l'on rencontre lorsque l'on fait un atlas, quels sont les objectifs également, l'arrière-boutique en somme. Et j'aimerais rajouter qu'il y a un troisième auteur d'une certaine façon Oui, pardon. dans cet atlas, qui est Guillaume Balavoine, le cartographe, puisque un atlas autrement, voilà, c'est un travail à de très nombreuses mains et il n'aurait pas pu naître sans le travail assez remarquable de Guillaume Balavoine, qui est cartographe professionnel. Je laisse la parole à Anne qui va commencer par vous expliquer pourquoi on a fait un atlas du Maghreb. Alors, merci Anne pour cette présentation. Merci Benjamin de me donner la parole. Et bonjour au public et désolée de ne pas pouvoir être là. Pardon, j'essaie de changer les slides. Voilà. L'idée un petit peu, c'est est-ce qu'on a fait un atlas du Maghreb? Cet atlas, il sort pas à n'importe quel moment. C'est une date un petit peu particulière, 2026, puisque c'est les 15 ans des printemps arabes et aussi les 70 ans de l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Donc c'est une date anniversaire aussi donc ça nous semblait pertinent de le publier à ce moment-là, et ça disait quelque chose de l'actualité aussi du Maghreb. Le Maghreb, c'est une région qui est de plus en plus évoquée dans l'actualité, qu'on voit apparaître, hein, on l'a vu avec la Gen Z à l'automne, la Coupe d'Afrique aussi, la CAN qui a eu lieu cet hiver, et puis la Coupe du Monde qui aura lieu en 2030, partagée entre le Maroc et l'Espagne et le Portugal, et aussi les tensions récurrentes avec l'Algérie qu'on voit apparaître dans l'actualité. Pourtant, ce Maghreb, il est finalement mal connu en France, en dehors de quelques grands clichés qu'on voit. Et du coup, on a aussi voulu faire cet ouvrage pour sortir un petit peu des discours sur l'orientalisme et l'exotisme que cette région du monde elle a hérité de la période coloniale, et aussi sortir des discours sécuritaires qui résument trop souvent la région au djihad et à l'islam. Donc l'idée, c'était de montrer un Maghreb diversifié dans ses sociétés, ses territoires, et comment est-ce qu'un peu ils se construisent. C'est ce qu'on peut voir par exemple ici avec les cartes du Sahara, par exemple, sur l'imaginaire du Sahara, on le représente souvent lié au sable. En fait, le sable, c'est seulement 30% du Sahara. Donc voilà, on voulait un petit peu sortir de ces clichés-là. Le Moyen-Orient, on remarque que c'est une région qui est bien balisée dans la recherche, notamment aussi dans les manuels universitaires, ce qui n'est pas le cas du Maghreb. Or, c'est paradoxal parce que du point de vue de la France, il y a plus de liens humains et économiques avec le Maghreb, qui est pourtant moins présent dans les ouvrages. Alors, c'est peut-être lié aussi à une histoire conflictuelle que la région elle entretient avec la France, qui est aussi liée à la colonisation puis à la décolonisation.
Et alors que le Moyen-Orient a déjà depuis longtemps son atlas chez Autrement, on en est à la 8e réédition de la collection. Eh bien, il n'y avait pas d'atlas du Maghreb et c'est quelque chose, nous aussi, qui nous a manqué dans nos études en sciences sociales. Des manuels sur lesquels s'appuyer, puisque les manuels étaient souvent anciens et dataient plutôt des années 2000. Donc on voulait ici aussi porter un regard social sur cette région du monde pour mieux en comprendre les sociétés et se défaire aussi d'une approche toujours très géopolitique sur ces régions-là. On constate aussi, en faisant cette atlas, qu'il y a peu de personnes qui travaillent sur le Maghreb en France, ou en tout cas, il y en a beaucoup moins que sur le Moyen-Orient, avec des réseaux moins structurés, et ça dans toutes les disciplines. Et on assume qu'on a fait un ouvrage qui est essentiellement destiné à un public français, puisque c'est aussi les lectures auxquelles on a eu accès et aussi le public qu'on a visé. C'est un ouvrage qu'on a pensé à destination des autres spécialistes, nos collègues, même si on maîtrise pas toujours les aspects, on a fait des recherches fouillées en termes de statistiques. C'est aussi un ouvrage à destination du grand public qui est très accessible, des enseignants et aussi des étudiants, avec l'idée de former aussi des nouvelles générations d'étudiants qui pourraient s'intéresser à cette région du monde, puisque nous, on trouvait qu'il y avait un constat personnel de manque de cartes et d'infographie pour enseigner cette région. Donc il y avait aussi l'idée de donner envie de faire des études sur le Maghreb et de plus s'intéresser à cette région du monde. Et donc, je vais laisser la parole à Benjamin, qui va vous présenter un petit peu la question des films. C'est quoi le Maghreb? Est-ce qu'il y a un Maghreb, des Maghrebs? Et comment définir le Maghreb, tout simplement? Alors, quand on regarde du point de vue français, ça nous semble assez évident. Le Maghreb, quand on parle du Maghreb dans l'actualité, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est la Tunisie. Ça nous semble assez clair. Donc, 3 pays. Qui ont une unité historique assez indéniable, mais ça revient d'une certaine façon aussi à réduire le Maghreb aux 3 pays qui ont été colonisés par la France, à l'ancienne Afrique du Nord française, ce qui peut être assez problématique, d'autant plus qu'il existe d'autres définitions, notamment ce qu'on appelle en politique ou en géographie le Grand Maghreb, et qui ajoute aux 3 pays que j'ai déjà évoqués, et le cas particulier du Sahara occidental sur lequel on reviendra, la Mauritanie et la Libye, ce qui fait un ensemble de 6 millions de kilomètres carrés. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'Union du Maghreb arabe depuis les années 80, mais qui n'a jamais véritablement fonctionné en termes d'unité géographique régionale. Le mot en arabe, c'est pas Maghreb, puisque Maghreb, ça veut dire Maroc en arabe, c'est Maghreb al-Arabi, donc le Maghreb arabe, ce qui est là aussi quelque chose d'un peu compliqué. C'est un mot qui a une expression qui a plutôt émergé dans les décolonisations pour mettre en avant l'identité arabe de la région contre le colonisateur, notamment français. Mais ça s'appuie sur une géographie arabe plus ancienne, puisque dès le Moyen-Âge, on parle de Maghreb pour désigner l'ensemble de la région. Donc on est à la fois dans des héritages arabes, des héritages coloniaux, des héritages de la décolonisation, qui posent des questions sur l'identité du Maghreb. Et vous avez ici une carte qui est issue donc de l'Atlas, comme toutes les cartes que l'on va vous montrer aujourd'hui, qui essaye de définir le Maghreb et qui montre les différentes définitions possibles. J'ai dit le Maghreb arabe pour désigner en arabe la région, ça pose la question de la place des populations berbères, par exemple. Et il faut savoir que les militants amazirs, depuis les années 80-90, ils ont inventé un autre concept, Tamazra, qui signifie la région du Maghreb, mais du point de vue des Amazirs. Donc là, c'est un peu la question inverse où on met les populations arabes. Ça pose aussi la question des frontières. C'était l'enjeu de cette carte. Où passe la frontière est du Maghreb avec le Mashrek? Est-ce que ça passe entre l'Algérie et la Libye? Est-ce que ça passe entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, donc au centre de la Libye? Ou est-ce que ça passe à l'est de la Libye, entre la Libye et l'Égypte, par exemple? Donc des définitions variables. Au sud, c'est encore plus compliqué. Est-ce qu'on prend compte des frontières nationales? Et dans ce cas, on a quelque chose d'un peu étrange si on prend la Mauritanie, l'Algérie, par exemple. Est-ce qu'on prend en compte l'espace qu'on appelle très souvent le Sahel, une zone de transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne? Donc, de très nombreuses questions. A priori, la frontière nord, c'est plutôt la Méditerranée, mais si on regarde des géographes médiévaux comme Al-Idrissi au XIIIe siècle, au XIIe siècle, pour lui, Al-Andalus, l'Espagne actuelle, c'est le Maghreb également, ce qui nous semble pas évident. Donc, en partant de tous ces constats, ces difficultés de définition, on a fait 2 choix. Tout d'abord, de ne pas avoir de définition fermée du Maghreb. Selon les thématiques, selon les périodes, on alterne entre un Maghreb à 3 pays, plus Sahara occidental, et à 5 pays. Voilà, ça varie. On a une double page sur la Libye. Parfois, la Libye est absente. Parfois, la Mauritanie est absente. Donc, on alterne en fonction des thématiques. Et le deuxième choix important pour nous, c'était de
plutôt qu'essayer de fermer le Maghreb dans des frontières, c'était d'avoir un Maghreb plutôt ouvert, puisqu'on voit bien que la question des définitions ici revient toujours à se demander quels sont les rapports de cette région avec le reste du monde. Donc on a plutôt essayé d'interroger le Maghreb dans les relations avec l'espace méditerranéen, avec l'Europe, avec le Moyen-Orient, avec le reste du continent africain, et en fait de définir le Maghreb non pas comme quelque chose de fermé, mais comme la superposition de ces différents espaces, de ces différentes zones de contact. Merci Benjamin. Bah, l'idée, c'était aussi de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble concrètement un atlas autrement, puisqu'on a décidé d'en éclairer un peu la fabrique. Pour ceux qui n'en ont jamais ouvert, et comment est-ce qu'on a pensé un petit peu cet atlas et qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur. Donc les atlas autrement, c'est des manuels, hein, c'est des outils de synthèse qui sont très utilisés notamment par le grand public, mais aussi dans les sphères universitaires. Alors concrètement, si on ouvre un atlas autrement, il est essentiellement composé de doubles pages thématiques, comme celle qu'on peut voir ici sur le PowerPoint. Et ces doubles pages, donc à chaque fois, elles abordent une thématique, par exemple la question du travail, de la famille, des circulations, des migrations, voilà. Et ces thématiques, elles sont souvent problématisées. Donc on a choisi un axe. Ici, par exemple, l'islam. Comment est-ce que l'islam, c'est une pratique quotidienne qui est présente dans les sociétés du Maghreb, un petit peu différente aussi en fonction des régions, et comment est-ce que sa place se négocie. Ces thématiques problématisées, donc ce qu'on peut voir dans les doubles pages, c'est à la fois du texte, nécessairement résumé, parce qu'on a été souvent confronté à un manque de place, on a souvent dû sacrifier des signes, et aussi des infographies de multiples sortes. Je vous présenterai ensuite tout à l'heure les différents types d'infographies qu'on a pu créer. Donc voilà, l'idée c'est de résumer dans les grandes lignes les choses les plus importantes sur ces thématiques avec les chiffres clés, les définitions clés, etc. Donc cet atlas, c'est un peu une synthèse des principaux travaux scientifiques qui existent sur le sujet pour les rendre accessibles au grand public. Donc nous, en fait, on a beaucoup lu, on a digéré et on a synthétisé. Et l'idée, c'est de donner aussi un aperçu de la production sur le Maghreb avec, et on peut voir qu'il y a beaucoup de travaux, en fait, avec une approche très sociale de ces territoires ces dernières années qui ont émergé. Donc cette approche sur le Maghreb, elle est quand même foisonnante, mais elle est inégale en fonction des thématiques, hein. Il y a beaucoup de travaux, par exemple, sur la période coloniale, notamment chez les historiens, pour l'Algérie aussi, surtout, qui est très représentée. Et ça se fait parfois aux dépens d'autres pays. Il y a peu de choses en français sur la Libye, par exemple, alors qu'il y a beaucoup de sociologie et d'anthropologie beaucoup de sociologues et d'anthropologues qui sont intéressés au Maroc, dans une moindre mesure en Tunisie et bien moins sur la Mauritanie. Donc il y a des territoires où c'est plus difficile de trouver des travaux dessus, ce qui explique aussi que parfois qu'ils sont moins représentés ou parfois d'autres sont surreprésentés. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder par manque de place, donc ça c'est quelque chose qu'on assume, voilà, on n'a pas eu le choix, hein. Donc ce discours sur le Maghreb que l'on propose, il est nécessairement incomplet. On n'est pas toujours des spécialistes, on a beaucoup lu, on a essayé de comprendre, on s'est fait conseiller par des spécialistes que l'on remercie, qui nous ont répondu. Voilà, donc cet atlas, c'est un peu une école d'humilité. On se rend compte à quel point le format et la non-spécialisation obligent à simplifier et à aller à l'essentiel. Par exemple, mais il y a tout de même une volonté de coller aux recherches les plus récentes qui ont été faites. Par exemple, il y a une double page sur les mobilisations politiques, donc qui colle aussi à l'actualité et à tout ce qui a suivi après 2011. La place des femmes dans la société qui a été particulièrement recomposée ces dernières années. Voilà. Et je vais vous laisser Benjamin vous présenter les différentes parties qui constituent cet atlas. Alors effectivement, rapidement, avant d'entrer un peu plus dans le détail des cartes, c'est un atlas qui est composé en 4 parties. La première partie, pour moi, c'était une nécessité puisque je suis historien. C'est pas le cas de tous les atlas autrement, mais c'est une première partie historique. Depuis la préhistoire jusqu'à la période contemporaine, en fait, jusqu'aux indépendances. Une histoire du Maghreb qui est très mal connue en France, notamment dès qu'on sort de l'histoire coloniale. En fait, avant l'histoire coloniale, c'est comme s'il y avait rien en France sur le Maghreb, alors que la région a une très longue histoire. On a mis en avant dans cette partie les diversités politiques, les circulations. Et ce que je voulais mettre en avant, c'était l'importance des empires également dans l'histoire de cette région, puisque le Maghreb a fait partie de très nombreux empires, soit des empires dont il était le centre,
Carthage, les Fatimides, les Almoravides, les Almohades, soit des empires à la périphérie desquels ils se trouvaient, comme l'Empire romain, l'Empire ottoman, les empires coloniaux européens, avec une émergence finalement très récente par fragmentation des États-nations que l'on connaît aujourd'hui, notamment dans la période coloniale et surtout dans la décolonisation. La deuxième partie, c'est une partie politique qui questionne les modèles politiques dans la région, l'opposition entre des régimes autoritaires et des mobilisations populaires qui essayent de se faire entendre avant, pendant et après les printemps arabes, pour sortir de l'idée qu'on aurait des citoyennetés seulement contraintes. Donc on essaie de mettre en avant la vitalité des citoyennetés maghrébines face aux États autoritaires que l'on ne nie pas, bien évidemment. La troisième partie porte sur les transformations les plus récentes des sociétés et des territoires, avec quelques grands enjeux comme l'urbanisation, la littoralisation, les inégalités qui se résorbent par certains aspects et qui croissent par d'autres, le travail, la place de l'agriculture, les questions environnementales, puisque le Maghreb est une des régions les plus sensibles aux changements, les plus vulnérables aux changements globaux, réchauffement climatique notamment, avec la volonté de faire un panorama de la diversité sociale du Maghreb en classe sociale, en génération, la question des genres et des différents territoires. C'est une partie qui se termine par un focus sur les villes, sur les espaces ruraux, sur les montagnes et sur la place du Sahara. Enfin, la quatrième partie est encore plus, on viendra sur le sous-titre plus tard, mais encore plus focalisée que les autres sur la question des circulations et de la place du Maghreb dans le monde, puisqu'on parle justement des échanges et des liens que la région entretient avec d'autres régions, des échanges qui sont souvent déséquilibrés en termes de ressources, en termes de commerce, en termes de circulation de population, donc les migrations vers le Maghreb, depuis le Maghreb, les relations diplomatiques avec le reste de l'Afrique, avec l'Europe, avec le Moyen-Orient également, etc. Du coup, je vais vous présenter un petit peu les types de cartes qu'on a fait. Alors, encore une fois, ici, rappeler le rôle essentiel de Guillaume Balavoine. Nous, on a trouvé les données, on les a un petit peu mises en forme, et c'est vraiment lui qui a fait tout le travail sur les logiciels de cartographie, c'est Guillaume Balavoine. On est parti du constat de cette rareté des cartes sur la région, surtout si l'on sort des simples cartes de localisation ou des cartes historiques. Voilà, au-delà des montagnes et du Sahara, des routes principales, parfois on a eu beaucoup de mal à trouver des cartes. Et donc, on a eu aussi beaucoup de mal à trouver des données, mais ça, Benjamin vous en parlera tout à l'heure. Et du coup, cette rareté des cartes, ça a été une grosse difficulté pour nous et ça nous a donné en fait beaucoup de mal puisqu'il a fallu trouver, fouiller, chercher, parfois très longtemps. Parfois, on n'a pas trouvé pour trouver des cartes sources et parfois, on a dû inventer des cartes à partir de rien. Donc ça a été un gros travail. Alors, vous trouverez dans l'atlas pas mal de cartes qu'on a appelées classiques, c'est-à-dire des cartes avec des échelles différentes, des cartes qui montrent un petit peu un territoire avec des circulations à l'intérieur, des figurés ponctuels et des figurés linéaires et de surface. Voilà, on voit ici par exemple la carte de la Libye, on a cherché à montrer 10 ans après le conflit, enfin 2011, qu'est-ce qui se passe un petit peu aujourd'hui en 2026, donc plutôt 15 ans pardon, après le début du conflit. Et typiquement cette carte, c'était très difficile d'arriver à accumuler enfin il a fallu accumuler de très nombreuses sources pour arriver à faire cette carte. Il y avait un foisonnement de cartes sur par exemple le moment 2011, la période 2011, un petit peu les années après 2012-2013 et après c'était beaucoup plus flou. Donc ça a été très compliqué de trouver les informations et de faire une carte à un instant T, dont on assume parfois la fluidité des données. Ensuite, on a fait aussi beaucoup d'infographies et de graphiques. Ça a été un choix qu'on a fait. C'est pas toujours le cas non plus dans les atlas autrement, où parfois il y a que des cartes. Et nous, on a voulu vraiment que ce manuel, il puisse être utilisé en classe. Et donc, on a pensé, par exemple, en cours, quand on fait des travaux dirigés, on crée des corpus de données. Et c'est toujours pratique d'avoir des statistiques à disposition. Donc, on a fait aussi tout ce travail-là, qu'on voit ici, par exemple, avec la massification scolaire féminine et masculine. On retrouve ici les pyramides démographiques avec les échelles de population. Donc c'est aussi des choses qu'on peut. Donc c'est un vrai outil qui a été assez complet avec toute une boîte à outils. On est aussi allé chercher pas mal de schémas et de croquis qu'on a fait. Donc ça a été plutôt parfois mon travail en tant que géographe, mais Benjamin en a fait aussi quelques-unes en fait. Avec une importance aussi donnée à la couleur, de varier les types de points de vue et de représentation cartographique. Par exemple, on voit cette carte sur le paysage urbain de Nouakchott, inspirée des travaux d'Armel Choplin, où on voit ici en fait une coupe et on
inspiré quasiment des coupes géologiques pour montrer des coupes urbaines. C'est ce qu'on retrouve aussi avec le schéma sur l'écosystème oasien à El Oued en Algérie, avec l'idée de montrer un petit peu l'espace différemment. Et ça, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur, puisque en tant que professeur aussi, on avait aussi le devoir de montrer l'horizon des possibles en géographie et en cartographie, en tant qu'enseignant, de montrer la diversité en fait de tout ce qu'il est possible de produire pour les étudiants. Donc montrer une diversité des représentations qui participent aussi à déconstruire, à changer les regards sur le monde. Par exemple, Benjamin, il a construit une carte qui reprend la Tabula Rogirena d'Al-Idrissi, avec ici une orientation décentrée, non plus sur le nord, mais avec le sud en haut de la carte. Et donc montrer la diversité des possibles. L'idée, c'était aussi d'inviter à la créativité les étudiants lorsqu'ils doivent faire des croquis. Voilà. Donc décentrer un peu le regard et les manières d'analyser les sociétés qui semblent acquises en changeant ces formes-là. On a aussi justement, parfois ça brouillait un petit peu les repères. Vous pouvez être un peu déstabilisé en voyant ces cartes. On a fait des cartes en anamorphose qui ici déforment en fait les surfaces des territoires en fonction de données qu'on peut indiquer. Donc par exemple, ici sur cette carte de la Mauritanie, l'indice de pauvreté l'indice de pauvreté multidimensionnelle, avec ici la taille en fait des wilayas qui est proportionnelle au nombre d'habitants. Et ce qu'on retrouve pareil avec cette carte sur les élections au Maroc et en Tunisie en 2011 et 2014. Donc, ce qui permet en fait de voir aussi où est-ce qu'il y a le plus d'électeurs et de donner une autre vision des territoires. Sur la carte de la Mauritanie, par exemple, on voit très bien le décrochage entre le nord et le sud du pays. Voilà. Et donc, on insiste aussi sur le fait que ce qu'on a fait, c'est un travail cartographique inédit. Alors, un mot aussi sur le fait qu'on a essayé de porter une attention à toutes les échelles. On a eu une pensée résolument multiscalaire. On trouve des cartes du quartier, de la maison, de la région, du monde. Et parfois, à rebours, en fait, des cartes qu'on a l'habitude de voir, l'échelle nationale, elle est peu présente. Finalement, c'est à la fois une question technique de données, difficilement disponibles, mais c'est aussi la volonté qu'on a eue de sortir, en fait, du discours sur les États-nations pour montrer les connexions, les phénomènes partagés, mais aussi les mutations très locales et de se poser parfois à l'échelle intime des individus et des familles. Donc ce travail cartographique, il est inédit. Et toute cette créativité, elle a été permise parce qu'il y avait peu de choses qui existaient avant. Donc on avait dû être inventif, créatif. Et on s'est rendu compte que, par exemple, beaucoup de chercheurs avaient des réflexions spatiales dans leurs analyses, mais ne font pas toujours de cartes. Par exemple, la carte sur Barbès, que vous pouvez voir, il y a beaucoup de travaux sur Barbès, notamment chez les sociologues, chez les géographes, etc. Mais finalement, une vraie carte de synthèse de Barbès, c'est quelque chose qui a été difficile à trouver. Donc ici, on a fait une synthèse de plusieurs choses et on s'est dit que voilà, ça permettait aussi à l'heure où la géographie, c'est une discipline qui monte en puissance, de montrer un peu cette voilà, spatialiser en fait les représentations. Pareil sur la carte de la Manoubia qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Si Benjamin, tu veux dire un mot sur ces cartes, et sinon je vais te laisser présenter la question du rassemblement et du traitement des données. Je vais faire un mot sur la carte, sur la décennie noire, puisque ça va me permettre de faire la transition. C'est un bon exemple. La décennie noire en Algérie, il y a très peu de travaux sur la décennie noire, les années 90, la guerre civile. Donc il fallait faire une carte. Il n'y a pas beaucoup de cartes, il y a quasiment rien, ou alors c'est juste de cartes de localisation. Donc il a fallu chercher des données, les rassembler. Et là, donc j'ai utilisé un site qui s'appelle Algeria Watch, qui est un site d'une association de droits de l'homme qui a référencé l'ensemble des morts mentionnés dans la presse dans les années 90. Et donc c'est ce qu'on utilise pour faire cette carte, qui est une première estimation de la mortalité pendant la guerre civile, qui n'est une toute petite partie, je pense, de la mortalité, mais qui donne déjà un aperçu de où on meurt en Algérie, où on est tué pendant la guerre civile. Donc un ensemble de difficultés que cette carte représente bien. Il y a beaucoup de sources qu'on a cherchées, qu'on n'a pas trouvées. Alors il y a deux pays qui nous ont posé particulièrement problème. La Libye, du fait de la guerre civile. Il n'y a pas de données récentes pour la Libye, pour tout ce qui est social, par exemple. Ils peuvent pas faire remonter les données. Et puis l'Algérie, qui apparaît comme un pays souvent fermé de cet aspect-là. Il n'y a pas grand-chose. Par exemple, alors qu'au Maroc, il y a eu un recensement très récent qu'on a pu mettre à profit dans l'Atlas. Vous voyez par exemple la carte de gauche qui représente quelque chose d'assez précis, qui est la carte des locuteurs berbérophones au Maghreb, en vert. Partout il y a du vert, c'est des gens qui parlent berbère, amazigh. Ça, c'est permis par le recensement de 2024. En Algérie, le dernier recensement, c'est 2008.
Donc ça commence à faire 20, voilà, ça fait 20 ans. Il y a un recensement qui a été lancé en 2022, mais qui soit n'a pas été achevé, soit n'a pas encore été publié. En tout cas, on n'a pas trouvé les chiffres. Il y a parfois des chiffres locaux qu'il faut aller chercher wilaya par wilaya dans des documents parfois mal présentés, mais qui permettent pas de faire quelque chose de façon unifiée, sauf à être très local, mais ça nous a pas semblé forcément très très pertinent. Donc beaucoup de problèmes, des problèmes d'harmonisation aussi. Si on veut faire quelque chose à l'échelle du Maghreb, eh bien les études statistiques au Maroc sont pas forcément les mêmes qu'en Tunisie. Ils ont pas forcément les mêmes indicateurs, les mêmes échelles. Donc c'est parfois compliqué. Ils utilisent pas forcément le même. On va avoir des données par région dans un pays et des données par commune dans un autre pays. Donc on peut pas constituer de carte totale, ce qui fait que pour beaucoup de sujets, on a été obligé de se rabattre sur des données d'institutions internationales avec parfois des remontées de données par les pays eux-mêmes, mais parfois des données dont on ne sait pas trop d'où elles viennent en fait, mais qui permettent au moins d'avoir des choses un peu harmonisées. Donc on parle de l'UNESCO, on parle de la Banque mondiale par exemple. Euh, on parle d'un site qui s'appelle ACLED, notamment pour tout ce qui est conflit armé, mobilisation politique, qui, à partir de la presse locale, référence tous les faits. Et donc, ça permet de faire des données, mais encore une fois, le renseignement n'est pas forcément égal en fonction des pays. On a utilisé Google Maps, hein, parfois, on est allé chercher nous-mêmes des données. Par exemple, je me souviens avoir tapé gendarmerie Algérie sur Google Maps pour voir où étaient les gendarmeries en Kabylie, par exemple, pour montrer qu'il y en avait vraiment beaucoup et qu'il y avait un quadrillage du territoire. J'ai déjà cité la guerre civile algérienne. Il n'y a pas d'institut de sondage au signe de l'autoritarisme dans les pays, donc pas d'institut de sondage, difficile de savoir ce que pensent les personnes, mais on a pu utiliser quelque chose qui s'appelle Arab Barometer par Princeton University, qui permet d'avoir une idée avec les mêmes questions posées dans un certain nombre de pays, mais par exemple elles sont pas posées dans tous les pays. Par exemple la question que pensez-vous de l'armée nationale? Bien, elle est posée en Tunisie, elle n'est pas posée en Algérie, par exemple, pour des raisons de sensibilité. Donc des questions un peu compliquées. Et puis des questions encore plus compliquées qui tiennent à la représentation même de la cartographie. Et là, je vais laisser Anne en parler, notamment un sujet en particulier quand on parle du Maghreb, comment on représente un certain espace. Merci Benjamin. En effet, bon, on disait que notre atlas c'était un atlas social, mais il y a des questions géopolitiques aussi, hein. Il y a eu des choses difficiles à représenter en raison de leur enjeu géopolitique sensible. Or, la carte, on le sait, c'est un objet éminemment politique. Et la preuve, hein, l'atlas du Maghreb, il est censuré au Maroc. Et mes exemplaires auteurs, ben, ils ont été saisis à la douane et j'ai pas pu les recevoir. Ils ont été renvoyés en France. Alors, en raison donc pour plusieurs objets. Alors, d'abord la question de la colonisation. Donc on en a parlé, Benjamin en a parlé, donc je vais pas trop développer. Mais même la colonisation, c'est encore un sujet sensible aujourd'hui, notamment pour la question de la définition des frontières, hein, puisque la majorité des frontières de la région a été définie pendant la période coloniale, et une bonne partie des liens avec l'Europe date de cette période-là. Ailleurs, là, il y a la question aussi évidemment très sensible du Sahara occidental. Donc nous, on a fait le choix de reconnaître son existence, mais aussi son statut à part, notamment pour la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. En tant que géographe et en tant qu'historien, on a choisi en fait de représenter les faits. Donc comme dit souvent Benjamin, on a fâché tout le monde. On a montré que c'était un territoire contesté, ce Sahara occidental, malgré une tendance diplomatique internationale en faveur du Maroc actuellement, notamment cet hiver depuis la résolution du plan d'autonomie marocain pour le Sahara adopté à l'ONU. Quel que soit le positionnement sur le sujet que l'on a, sur cette question-là, on ne peut que constater avec une entrée par les territoires que le territoire il est encore divisé et disputé. Il y a encore la présence du mur des sables qu'on peut voir sur la carte qu'on a représentée. Donc on ne représente pas un territoire tel que certains voudraient qu'il soit, par exemple comme les cartes officielles marocaines, mais tel qu'il est, avec ses lignes de fracture, ses ruptures, ses discontinuités, ses frontières, qu'elles soient formelles ou informelles, contestées ou officielles. Donc l'idée aussi, c'est de montrer, par exemple, les investissements marocains dans la partie que le pays contrôle, avec notamment dans la région de Dakhla, les panneaux photovoltaïques, l'exploitation des réserves de phosphate, l'instauration de panneaux solaires et de cultures de maraîchage, et montrer aussi cette multiple facette de l'exploitation du territoire, à la fois sur les terres, mais aussi dans les mers, avec la question des concessions pétrolières et de la pêche, puisque 75% du poisson pêché par le Maroc provient des régions du Sahara occidental.
Il y a la question aussi des frontières en général, hein, qu'on s'est posé tout au long de l'Atlas, qui ont une portée conflictuelle sur le territoire. Le Maroc et l'Algérie ont une frontière qui est fermée depuis le début des années 90. Il y a la question de la Mauritanie et de la Libye aussi également, voilà, qui pose problème. La Mauritanie qui revendique une partie du Sahara occidental, la Libye qui a des problèmes de frontières avec la Tunisie et l'Algérie, voilà. Un autre sujet sensible qu'on a représenté dans l'Atlas, c'est la question des migrations, hein. C'est un gros enjeu pour la région. Très souvent, quand on entend parler du Maghreb aux informations, c'est aussi pour des questions migratoires. Et on a voulu justement changer la focale, hein, sur le Maghreb en montrant cette région non pas uniquement comme un espace de départ, comme le construisent les discours politiques, mais aussi comme un espace de transit et d'installation ancien et un espace de circulation ancien. L'idée, c'est de déconstruire les discours politiques qui parlent d'envahissement migratoire et montrer que ceux qui changent de pays, en fait, ne sont pas que les Aragas ou les subsahariens. Par exemple, on a fait un graphique qui montre que, en fait, la part d'étrangers la plus importante au Maghreb, ce sont les Européens et en partie les Français. L'idée aussi, c'était de donner une dimension humaine à cette question migratoire qui est très politisée par l'extrême droite, dont on a souvent une approche géopolitique. Par exemple, en montrant les morts en Méditerranée. Bon, on montre souvent où est-ce qu'on meurt dans cet atlas, mais voilà, où est-ce qu'on meurt quand on traverse. Donc, on meurt au Maghreb, on meurt en Méditerranée. Montrer aussi la question des temps de rétention, des camps de rétention, et montrer qu'on n'est pas que sur un espace de mobilité, mais aussi sur un espace d'immobilité. Et que même sont investies les régions qu'on pense désertiques comme les régions sahariennes, et montrer en fait à hauteur d'homme les difficultés que rencontrent ces hommes et ces femmes en migration et de sortir des chiffres, même si on en a aussi utilisé, qui sont représentatifs. Ensuite, pareil pour ces questions de représenter à hauteur d'homme, comment représenter l'autoritarisme à hauteur d'individu. On a fait ici le choix de montrer aussi de montrer ces dynamiques politiques par les mobilisations, mais aussi par la privation des droits. Donc concrètement, qu'est-ce que font les autoritarismes aux citoyens et aux citoyennes, ce qui donne aussi une dimension humaine à l'Atlas, et en montrant aussi les résistantes plus ou moins discrètes, collectives ou individuelles, à ces formes d'autoritarisme, comme on peut le voir avec par exemple le graphique qui montre les manifestations du Irak en Algérie. Donc l'idée, voilà, c'était un petit peu de se décentrer des discours géopolitiques très présents sur la région et donner une dimension humaine à la géopolitique. Alors pour ça, et je terminerai sur ce propos-là, on a un ex-directeur de l'Atlas, hein. On a parlé de mondialisation contrariée, c'est un petit peu le fil directeur qui rejoint toutes les grandes thématiques de l'Atlas, qu'on a utilisé en fait ce terme pour souligner en fait les inégalités entre les individus et aussi entre les territoires, hein, qui ne cessent de s'accroître, entre d'une part un Maghreb émergé, visible sur la scène internationale, parfois ostentatoire, notamment dans les grandes métropoles littorales, Rabat, Tunis, Oran, et d'une part un Maghreb aussi plus discret, moins connu, où beaucoup de choses se font par le bas et de manière informelle, aux frontières, dans les zones sahariennes, mais aussi dans les quartiers plus populaires, dans les espaces ruraux, voilà, montrer ce Maghreb qui est moins connu. Et où pourtant il se passe beaucoup de choses et où la mondialisation, elle a aussi des points d'appui. Donc le Maghreb, il est caractérisé par une mondialisation à double vitesse, à la fois par le haut, par les États, par les investisseurs. On le voit avec les grands projets urbains qui se multiplient, hein, avec la rénovation, par exemple, des rives, la rénovation, des fronts de mer, des fronts d'eau, les grands projets de gentrification, mais aussi par le bas, une mondialisation par le bas et les régions périphériques et les individus. C'est ce que montre par exemple cette carte qui montre en fait la circulation des commerçants navetteurs depuis le Maghreb à travers le monde, à travers en fait les produits à bas coût. Et donc qui est très souvent fait par des individus de manière plus individuelle. Donc l'informalité aussi, elle joue un rôle dans les circulations transnationales. Et les territoires et les sociétés du Maghreb sont insérés un peu dans des tensions contraires entre ouverture et fermeture. Et donc, on voit qu'il y a des flux qui sont sélectionnés, des points d'ancrage qui sont plus importants. Et c'est ce que montre, par exemple, ce graphique sur la production de dattes en Algérie, où on voit qu'on a en fait un territoire qui est extrêmement producteur. C'est parmi un des plus grands producteurs, l'Algérie, mais finalement avec peu d'exportation. Donc, il y a beaucoup d'informalité dans les exportations, ce qui fait qu'elles sont peu comptabilisées, mais aussi des problèmes en fait de circulation, de fermeture des territoires, de passage des douanes, etc. Et la Tunisie, par exemple, c'est le 3e exportateur mondial de dattes, alors qu'on voit qu'elle produit beaucoup moins que l'Algérie.
Merci beaucoup, Anne et Benjamin pour cette présentation et toutes mes excuses d'avoir oublié effectivement de présenter, Guillaume Balavoine, donc le cartographe, qui a fait un très beau travail. Donc je vous conseille d'aller consulter l'atlas, durant cette présentation et après. Et ben, merci beaucoup pour toute cette présentation et puis pour tous ces éclaircissements. Donc c'est parfait sur cette question des données ou justement la carte dont tu as parlé, Benjamin, sur la question des morts pendant la guerre civile algérienne, qui a un véritable tabou en fait et pour lesquels il y a très peu de sources et pour lesquels les historiens se cassent les dents régulièrement. C'est voilà, tu as répondu à cette question de savoir comment on avait trouvé, enfin une estimation un peu de ces questions-là. Alors, Anne, tu as terminé sur cette question de mondialisation contrariée. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans cet atlas, avec cette perspective sur de l'histoire très longue, enfin, vous faites commencer à la préhistoire aux dernières transformations et à l'époque très contemporaine. En fait, moi, ce que j'ai retrouvé un petit peu, je me suis noté un peu quelques mots clés en lisant, en parcourant votre atlas. Et en fait, je suis arrivée finalement entre cette première partie très historique qui revient sur la préhistoire et puis toutes ces étapes de construction politique, sociale, culturelle. Et en fait, il y a beaucoup de mots qui reviennent, hybridation, diversité, circulation. Et finalement, je me demandais, vous terminez sur cette question de la mondialisation contrariée. Et on voit bien cette dynamique d'ouverture, de fermeture, qui concerne à la fois des dynamiques politiques, économiques, sociales. Mais finalement, ça bouge, ça circule. Et ça circule depuis longtemps. Et ça continue de circuler. Et voilà, je voulais un peu questionner cette idée de mondialisation contrariée. En fait, mondialisation tout court, peut-être, puisqu'on est dans cette fluidité, alors avec des rigidités régulièrement dans ces espaces à différentes échelles. Mais voilà, si vous pouvez un peu revenir sur cette notion de contrariété, voilà, qui vous tient à cœur. Alors, je réponds sur la partie historique, Anne, si tu veux bien, et je te laisserai pour la suite. Est-ce que tu... Voilà, parfait. Effectivement, on voulait mettre en avant le fait que c'est un espace qui circule beaucoup, qui est dans des circulations depuis très longtemps. Il y a un peu ce cliché dans la géographie arabe traditionnelle du Maghreb comme une île. Alors, parfois on dit que c'est le Maroc, parfois le Maghreb dans son ensemble, comme une île qui serait un peu isolée du reste. Et nous, on a voulu montrer que c'était le contraire. Alors, par exemple, une carte qui montre les circulations à l'époque médiévale d'un certain nombre de penseurs religieux ou intellectuels comme Ibn Khaldoun, qui ont circulé donc au Maghreb, en Europe, dans ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, dans le reste de l'Afrique, avec en plus le petit coup de génie de la part de Guillaume Balavoine, qui est qu'il a eu l'idée de représenter les circulations complexes que je vous avais mises à représenter sous la forme d'un plan de métro, typiquement parisien. Donc ça donne vraiment cette impression de mobilité. Et puis on a autrement cette autre carte qui concerne l'époque moderne cette fois-ci, de circulation et d'échanges à l'époque moderne entre le 15e et le début du 19e siècle, des échanges qui sont pas seulement avec l'Europe, même s'il y a des nombreux échanges maritimes, il y a la question des corsaires également, mais également avec l'espace subsaharien, donc avec les caravanes, avec l'or, avec l'ivoire, avec également les esclaves, qui sont un point important. Donc effectivement, une mondialisation, la participation du Maghreb aux premières mondialisations dès la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne, mais qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, mais avec toute une série de blocages. C'était ça l'idée de contrarier, c'est l'idée que quand il y a mondialisation, tous les territoires du monde sont dans la mondialisation, mais ils ne le sont pas de la même façon, et surtout, tout ne circule pas. Tous les hommes ne circulent pas, toutes les femmes non plus, toutes les ressources ne circulent pas. Voilà, il y a des blocages et c'est très sélectif finalement. Anne, tu peux y aller. Peut-être ouais, pour appuyer un petit peu ton propos, ce qu'on a voulu montrer, alors c'est peut-être pas celle-ci que voilà, l'idée de cette mondialisation, alors bon, en préparant, je parlais de mondialisation mesurée, peu importe. L'idée, ce qu'on voulait, c'était vraiment souligner plusieurs choses et cet atlas, ça a vraiment été aussi une manière de réfléchir au concept en fait de mondialisation. C'est quoi la mondialisation? Et de revenir à l'idée que la mondialisation, elle signifie pas forcément une libre circulation intégrale et qu'il y a de nombreux obstacles. Le concept, il vient ici souligner ces tensions qui traversent la région, avec des circulations privilégiées et désirables, mais des mobilités entravées et indésirables ou indésirées. Et donc finalement, la question de la mondialisation, c'est aussi un objet politique et social qui montre ici les grands déséquilibres qui caractérisent la région.
on voit que, par exemple, il y a certaines choses qui circulent bien, mais il y a toujours une forme d'inégalité. Par exemple, si on regarde les balances commerciales des pays, eh bien, il y a des échanges commerciaux, le Maghreb ouvre sur le monde, mais en fait, il y a un déséquilibre. Avec, par exemple, le Maroc, qui est ici une porte d'entrée sur les circulations, et des pays, et avec toujours quasiment une balance commerciale qui est déséquilibrée. Donc finalement, on a le Maghreb qui insère à la mondialisation, qui apparaît sur cette chaîne internationale, mais finalement qui est un petit peu dans une forme de giron périphérique, en fait. Donc on a presque une mondialisation de seconde vitesse. Et ce qu'on voulait aussi montrer, c'est que insister en fait sur l'idée que la mondialisation, elle est discontinue, elle n'est pas uniforme, et que par exemple, je parlais tout à l'heure de points d'appui de la mondialisation. On voit ici qu'on a des points d'appui très particuliers sur lesquels elle s'appuie. Par exemple, les mines de Zouérat, donc d'où sont extraits des minerais de fer et de cuivre, et un petit peu d'or aussi. Et ici, on a un petit bout, Zouérat, c'est dans le désert en Mauritanie, et donc on a un petit bout de désert en Mauritanie qui est intégré à la mondialisation. Et par exemple, pour l'exportation de ces minerais, il y a un chemin de fer qui a été créé sur plusieurs centaines de kilomètres, et c'est l'unique chemin de fer de Mauritanie. Donc, on voit aussi que ici, la circulation, les transports, etc., sont arrimés aux logiques commerciales de la mondialisation. Alors, comme disait Benjamin, il y a des choses qui circulent bien, les ressources, notamment les hydrocarbures, le commerce, mais l'idée, c'était aussi de montrer les différents aspects de cette mondialisation avec, par exemple, des formes d'aspects plus culturels et montrer que le Maghreb, il émerge aussi sur la scène internationale avec des formes de soft power. Donc c'est pour ça qu'on a montré par exemple le tourisme avec l'île de Djerba en Tunisie, mais aussi l'exportation du couscous, des différentes recettes de couscous. Il faut savoir que le couscous, qui est un plat maghrébin, reconnu en 2020 à l'UNESCO conjointement entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie, c'est le 3e plat préféré des Français qui en ont. Et on le voit aussi, tu parlais de mots-clés tout à l'heure, Anne, d'hybridité. C'est très clair, on le voit sur cette carte du couscous, avec par exemple des recettes qui ont été importées en fonction des différents pays avec une aire d'influence et qui varie. Par exemple, la variante de ce qu'on appelle le couscous au Sénégal, il est à base d'attiéké ou de mil. En France, on a inventé le couscous royal. Au Maghreb, on ne mélange pas les viandes. Mélanger de l'agneau, du mouton et du bœuf, en fait, c'est très français. Pareil, au Moyen-Orient, on retrouve ce qu'on appelle le moghrébier. Et en fait, à travers cette patrimoine, cette culture, en fait, c'est toutes ces circulations anciennes que l'on voit. Et donc, je reviens sur ce que tu disais, Benjamin. Voilà, je reviens pas sur l'idée de ceux qui circulent pas, les pauvres, les jeunes, les femmes qui ont des circulations qui sont plus contraintes que d'autres. Donc ça, voilà, ça nous paraissait important en fait. Ce terme de contrarié, ça nous paraissait important de le souligner. Alors, pendant votre présentation, Anne et Benjamin, vous avez beaucoup insisté sur cette idée de décentrer le regard sur cet espace. Et je me demandais si vous aviez aussi réussi un petit peu à décentrer les sources également, puisque vous parliez de la question des travaux scientifiques qui existent sur cette région, qui sont un peu plus discrets, en tout cas moins prolifiques ces dernières années que sous la partie Proche-Orient, Égypte aussi. Alors côté français, c'est lié à beaucoup de choses, l'architecture de la recherche, enfin les relations conflictuelles de la France avec l'Algérie qui gênent aussi un petit peu les relations scientifiques, puisque j'ai un petit peu travaillé aussi sur l'Algérie pour ma thèse, donc c'était pas toujours facile. Et puis ce biais assez important, des étudiants aussi qui vont apprendre l'arabe plus à l'est, plus en Méditerranée orientale, Égypte, quand c'est Liban, etc., Jordanie, anciennement la Palestine, c'est un peu plus compliqué. Et je me demandais si vous aviez et aussi essayé de décentrer le regard pour la production scientifique, parce qu'il y a la production scientifique française. Oui. Francophone, il y a la production scientifique anglophone, il y en a, même si c'est pas forcément des terrains privilégiés pour nos collègues des États-Unis ou de la sphère anglo. On les trouve beaucoup plus volontiers à l'est, l'Égypte, c'est pas ça qui manque, le Golfe, etc. Et je me demandais comment vous aviez aussi valorisé la recherche algérienne, marocaine, tunisienne, qui est dynamique en sciences sociales, en anthropologie, en sociaux. Alors avec la difficulté, Anne, tu le sauras mieux que moi, mais cette géographie en France où on est beaucoup dans une géographie sociale, c'est ce que vous avez montré dans votre atlas, mais du côté maghrébin, la géographie, c'est pas trop de la géographie sociale, c'est des choses beaucoup plus sérieuses, d'hydro, de géographie physique. Je suis géographe moi-même, donc je l'ai un peu constaté. Exactement. Alors je commence par répondre pour moi, puis je laisserai Anne répondre de son point de vue. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire.
Honnêtement, on n'y est pas toujours parvenu. On s'est souvent confronté à cette difficulté-là d'aller voir du côté des travaux en arabe, des travaux en anglais. J'ai l'impression qu'en géographie, c'est plutôt en français qu'en arabe au Maghreb. Et avec ce même constat qui est, je m'en rendais pas assez compte avant de faire ça, que la géographie telle qu'on l'entend en France, bah, c'est très français. Voilà. Quand je discutais avec des amis marocains et surtout des amis américains, quand je leur disais que je faisais un atlas du Maghreb, ils me regardaient en disant, mais on sait déjà où sont toutes les choses, en fait. Pourquoi il y a besoin de faire un atlas du Maghreb? On sait déjà placer les villes, on sait déjà placer les montagnes, parce qu'ils imaginent un atlas assez géologique, un atlas de localisation. Ils n'ont pas cette perception de l'atlas d'un atlas social. Et pour reprendre l'exemple que tu donnais, moi, je me souviens avoir cherché dans des travaux, des thèses et des mémoires marocains et algériens des choses sur les investissements chinois, moyen-orientaux au Maghreb, dans des thèses de géographie, en fait, je ne les trouvais que dans des travaux d'urbanisme, en fait, parce que j'ai l'impression que, voilà, géographie, c'est de l'urbanisme, ou de l'hydrologie, ou de la géologie, mais pas du social, et donc je trouvais des sources qui étaient, en fait, des plans d'architectes ou des travaux d'urbanisme, des plans d'urbanisme à Rabat, par exemple, pour le front de mer, mais qu'on peut pas exploiter en fait, qui sont difficilement exploitables parce qu'il n'y a pas les données que nous on souhaitait pour représenter comme on représente en France. Finalement, c'est un peu la version améliorée de ce qu'on fait au lycée ou en prépa, hein, les cartes de synthèse qu'on doit faire dans des Oui, tout copies. à fait. Ouais, pour cette question-là, en effet, je suis d'accord avec toi. On a essayé, on n'a pas toujours réussi, parce qu'on a été aussi tributaire de la langue qu'on parle, des auteurs qu'on connaît, etc. Et aussi, en effet, je pense qu'il y a vraiment une question d'une vision de ce qu'est la discipline et de ce qu'on peut trouver. Donc, je vais pas répéter tout ce qu'a dit Benjamin. Peut-être juste un mot sur la question des sources. Alors, quand même, les post-colonial studies, elles ont aussi joué un rôle dans la manière dont on a abordé la question de l'Atlas. Je pense par exemple à la carte de Jamal Fna avec la question de l'orientalisme, de l'exotisme, etc. Donc même s'il n'y a pas des travaux parfois directement sur des territoires, il y a aussi des influences en termes de pensée, etc. qui là rejoignent, je pense notamment la géographie anglophone. Au Maghreb, en effet, la recherche, elle se fait beaucoup en français. Et je rejoins ce qu'a dit Benjamin sur la question très technique. Parfois, on a pu consulter des travaux nationaux, mais c'est trop souvent en effet limité sur des régions très techniques, des approches géographiques, d'aménagement du territoire. Par exemple, quand j'ai fait la carte de Constantine sur comment est-ce qu'on circule dans une ville avec un relief accidenté, etc. Là, pour le coup, il y avait très peu de sources qui avaient été faites en France, mais il y avait une large richesse de travaux faits par les étudiants de master, notamment de l'université de Constantine, donc qui ont été une source précieuse. Mais au Maroc, il faut savoir que la géographie aussi, et enfin plus largement au Maghreb même, en fait, elle est très liée à notamment des questions techniques et aussi de recherche-action. Donc, on va moins trouver, ou en tout cas plus difficilement, des analyses un peu plus sociales comme on peut trouver en France. Voilà sur ça. Et c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, dans l'atlas qu'a publié c'est pas un atlas, pardon, c'est la Nouvelle géographie du Maroc, qui a été publiée notamment sous la direction de Mohamed Berian et qui est paru il y a pas très longtemps, Voilà, récemment. 2025 là, à l'instant. Et en fait, si on feuillette un petit peu cet ouvrage, on voit aussi une manière marocaine de faire de la géographie avec des approches du territoire, avec finalement parfois parfois nous un petit peu de la géographie sociale comme on fait au sens plus classique, mais aussi déjà beaucoup d'auteurs français, des auteurs aussi marocains. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est aussi une approche de la géographie, par exemple, avec, ah mince, comment ça s'appelle, ce que Roger Brunet il faisait, peut-être que Anne, tu sais, les chorèmes ou ce genre de choses. Décorem, la chorématique, ouais. Voilà, des trucs que nous, on a moins tendance à faire. Donc, je pense qu'aussi qu'il y a des visions, en fait, différentes de la discipline, qui fait que notre atlas, il est très français. Ouais, et du coup, cet atlas très français, je me posais une question et vous en avez un peu parlé. Enfin, alors c'est un atlas de géographie sociale, d'histoire aussi, bien évidemment, culturelle, politique, et c'est aussi de la géopolitique. Et en fait, vous avez listé tout un ensemble de problèmes, enfin de sujets qu'il est assez compliqué d'aborder en France, mais en fait aussi beaucoup dans ces pays. Et je me demandais si vous aviez envisagé enfin pas pour tout de suite, puisque là l'atlas vient de sortir, mais enfin d'essayer de diffuser une partie de ce travail
Alors bon, on sait tous très bien que, enfin la carte que tu as montrée, Anne, sur le Sahara occidental, bah, normalement, si on est au Maroc, on ne met pas cette petite frontière en pointillé. Et là, tu disais que les atlas ont été confisqués à la douane et qu'ils sont repartis en France. Enfin, j'imagine que c'est surtout à cause de ça, côté marocain. Voilà, puisque ça tombe sous le coup de la loi marocaine, hein, pour le coup. Voilà, est-ce que vous avez prévu d'essayer de diffuser ou de présenter une partie, voilà, dans les universités, de leur envoyer de la pub ou ce genre de choses? On ne demanderait que ça, de pouvoir présenter dans des universités, mais ça pose de très très gros problèmes. Au-delà de la carte du Sahara, de la représentation découpée du Sahara occidental, on peut pas représenter le Maroc avec seulement sa partie nord, Tout à fait. même si on ne met pas de frontières, parce que ça sous-entendrait que le pays ne serait pas complet. Voilà, c'est un problème qu'on a eu récemment, Anne et moi, dans un colloque auquel on a participé à Rabat. C'est un problème récurrent. Je pense que l'Atlas est invendable dans tous les pays du Maghreb. Voilà, pour des questions d'autoritarisme. Pour la Tunisie, ça va être ça aussi, hein, Kais Saied, il en prend des pour choses son grade. sans concession, hein. Enfin, c'est assez, voilà, c'est très clair. C'est non partisan, etc. Mais en tout cas, vous posez les faits. Voilà, on peut pas. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, nous, on en parle à nos collègues avec qui on s'entend bien, qui ont même des approches, des collègues maghrébins, je veux dire, qui ont des approches un peu critiques, mais je pense pas que le livre soit présentable en tant que tel au Maghreb en général. Du fait des fermetures et des oppositions aujourd'hui, par exemple, en tant qu'historien français qui n'a pas la nationalité algérienne, on peut pas aller en Algérie pour consulter des archives, par exemple. Il y a un blocage, on n'obtient pas le visa. Donc, on aimerait bien, mais je vois pas comment c'est possible. Alors, autrement, ne traduit pas ces atlas. Ça pourrait bien d'avoir une traduction en arabe, mais je pense pas que ça puisse se faire. Voilà. Mais bon, nous, il sera accessible, les gens peuvent l'acheter en France et le ramener ensuite au Maghreb, c'est ce qui se passe pour la plupart des livres. Un certain nombre de cartes finiront par circuler sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Mais il peut y avoir des réactions très particulières. Moi, je sais qu'au moment où l'Atlas est sorti, j'ai fait la promotion un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et bien, dès qu'il y avait le drapeau de la RASD ou un morceau de Sahara occidental découpé, je sais que les réactions étaient très très vives et je partais pour 3 jours d'attaque personnelle sur le sujet. Donc voilà, c'est des choses qui restent assez compliquées. Pour appuyer ton propos, Benjamin, enfin, c'est très vrai. Moi, au Centre Jacques Berg, j'ai pas pu présenter l'Atlas, par exemple, cette année, où la direction m'a dit, voilà, de faire profil bas et de pas le présenter, même si, voilà, il y a quelques exemplaires qui seront laissés, etc. Mais ça reste de la censure. Voilà, vous disiez, bon, vous n'avez pas pu parler de tout et en fait, il y avait des choses alors, alors c'est très, très riche, hein, je vous conseille vraiment voilà, de vous approprier l'ouvrage. Il y a beaucoup de choses, en fait, il y a quelques fils rouges qu'on devine un petit peu et je me demande si on aurait pu, voilà, les travailler ou si vous avez ou si vous y aviez pensé et abandonné. Je me posais la question, par exemple, sur, alors vous parlez beaucoup de la question des effets des changements globaux, sur la région. Vous parlez de la question des ressources et puis de l'agriculture. Et je me demandais en fait, voilà, on est à un moment où on parle beaucoup de questions de transition, de pollution. Est-ce que vous avez pensé à aborder ce genre de sujet dans un atlas? Parce qu'en général, ça se cartographie. Et puis, je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années sur la question, enfin, du côté marocain, les collègues marocains sur la question des villes minières, la pollution. Enfin, voilà, des collègues aussi françaises. Hein, je pense à Diane Robert en particulier. Enfin, aussi du côté de la Tunisie. Donc ça. Demandez si vous y avez pensé. Et puis, bon, un petit biais, parce que moi, j'ai travaillé sur la question de mondialisation par le bas dans le cadre de mes recherches, et sur cette question de la Chine. Parce que je crois me souvenir que dans l'Atlas autrement sur l'Afrique, je crois qu'il y a une double page sur cette question de l'Afrique, de la Chine, la présence de la Chine en Afrique. Et voilà, dans toute la diversité de l'Afrique. Mais bon, l'Atlas de l'Afrique s'intéresse à l'Afrique subsaharienne, donc c'est génial que vous ayez fait cet atlas maghrébin pour un peu clôturer cette géographie un peu incomplète du continent africain. Et voilà, est-ce que voilà la place de la Chine, puisque dans la double page sur l'économie, et Anne, tu l'avais montré hein, sur le diaporama, enfin vous l'aviez montré sur le diaporama, le fait que la Chine, si on regarde non pas du point de vue régional l'UE comme principal partenaire économique, mais au niveau des pays séparément, la Chine est devenue ces dernières années un partenaire économique de choix, économique, politique aussi. Et voilà, je me demandais s'il y avait eu des travaux un peu récents et si on aurait pu imaginer une double page sur cette présence chinoise, que ce soit pour les gros travaux d'infrastructures, l'autoroute en Algérie qui a été en partie construite par des entreprises chinoises, la question des exploitations
tombes d'hydrocarbures dans le Sahara, au Sahel aussi, voilà, enfin un petit peu, voilà, deux petits sujets enfin de gros sujets, voilà, qui apparaissent un peu partout, hein, mais Ouais, moi je vais faire les changements globaux. Eh ben, alors ça tombe bien, j'avais une petite infographie sur ça. Alors bah oui, en tant que géographe, c'était impossible de pas aborder la question des changements globaux, de l'environnement. Alors, il faut savoir, parce que tu as parlé aussi de l'agriculture, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a une double page qui est une double page rurale, hein, c'est ça? Je crois que Benjamin l'a appelé une double page sur la question des ruralités. Et en fait, après, on s'est rendu compte, effectivement, moi j'ai un tropisme puisque je fais des études rurales et je travaille beaucoup sur l'agriculture. Bon, c'est une double page agricole, hein. On y retrouve la non, question mais de... c'est très bien parce que les travaux sur enfin voilà, il y a eu des choses récentes, ta thèse et puis d'autres thèses et puis enfin sinon les travaux sur l'agriculture c'était enfin voilà, tu le disais en introduction, vous le disiez en introduction, c'est assez ancien ce qu'on avait, enfin ça avait 20 ans, 30 ans, donc ça c'est super, quoi. Mais toutefois, au Maroc, en fait, enfin au Maroc, au Maghreb en général, il faut savoir que les chercheurs, justement, et ça c'est lié aux autoritarismes dans la construction des disciplines, en fait, les chercheurs sont très souvent envoyés dans les mondes ruraux, qui sont moins sensibles que les espaces urbains, etc. Par exemple, au Maroc, bah, la sociologie, et c'est vraiment une sociologie qui est née dans les écoles d'agriculture, avec le rural, en fait. Donc, il y a une foisonnement de travaux. Et tout à l'heure, tu demandais, bah, est-ce qu'on a lu des chercheurs marocains, enfin maghrébins, etc. Pardon, comme j'habite au Maroc, maghrébins. En fait, oui, on en a lu un peu. Et il y a aussi surtout, enfin, ce que j'appelle les chercheurs entre les deux rives, où notamment bah, des chercheurs qui circulent, parfois qui sont dans les universités en France, mais qui sont originaires de ces pays-là, qui font des travaux sur ces pays-là. Par exemple, à partir des travaux de Nasser Rebahi, on a proposé une carte postale d'un espace rural tunisien avec une montagne méditerranéenne en transition et notamment affectée par le changement climatique. Je pense aussi, enfin là c'est pas sur le rural, mais tout à l'heure je parlais du dialogue, bah, Myriam Cheikh qui fait beaucoup de travaux au Maroc aussi. Bon voilà, tous ces chercheurs qui circulent. Sur la question des changements globaux, bah, il faut savoir qu'on est dans le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen, c'est la zone la plus exposée au changement climatique, donc qui se réchauffe le plus rapidement avec des questions d'accès à l'eau qui se posent très concrètement, hein. Là, jusqu'en donc 2022, 2023, 2024, pour tous les pays de la région, ça a été en fait les années les plus sèches. On est sorti de 7 ans de sécheresse, les années les plus sèches et les plus chaudes avec des records battus chaque année. Donc c'est un vrai enjeu de société. Et nous, on l'a montré à plusieurs niveaux. Donc on a fait une carte sur les changements globaux avec bah, les différentes manières dont les territoires vont être affectés, avec la question de la submersion marine, la question de la sécheresse, les réponses qui sont apportées par les États ou non, avec par exemple bah, les barrages qui se vident, mais aussi la construction d'usines de désalinisation. Et on l'a montré aussi, on l'a aussi articulé cette question environnementale avec bah, des questions d'aménagement du territoire pour montrer aussi qu'on a des paysages en fait qui peut-être ne vont plus exister ou en tout cas qui sont menacés. C'est ce qu'on voit sur cette carte des Seppras du Gabon. Et pour cette carte, on s'est inspiré donc d'un auteur tunisien, donc on a aussi lu, hein. Et donc avec par exemple bah, cet environnement, cet écosystème très fragile de la Seppra qui est ici mis à mal par l'urbanisation, par la pollution et qui probablement tend à disparaître et c'est augmenté par la récurrence des sécheresses. Donc voilà, c'est des questions dont on s'est saisi. Après, bah, on n'avait pas trop de place, donc on a dû faire des choix. Donc, s'il n'y a pas une double page changements globaux, en fait, c'est quelque chose qu'on voit en filigrane le long de l'Atlas. Oui, merci. Effectivement, on a quand même une double page qui s'appelle risque et vulnérabilité. Au départ, c'était la double page consacrée aux changements globaux. Bon, on n'a pas fait que ça. Il y a question de l'eau notamment et des séismes. Pour ce qui est de la Chine, plus rapidement, ça fait partie de nos petits ou gros regrets dans l'Atlas. Au départ, on avait une double page qui devait être consacrée au rapport entre le Maghreb et les autres Suds. Voilà, Ouais, ça, page sud-sud. Je sais pas. Alors qu'ils sont présents, je sais plus ce qu'on a fait Vous avez finalement, fait mais le Maghreb face au sud, il y a on a fait, sur les questions d'intégration régionale, de projection. oui, on a dû faire coopération et tensions diplomatiques. Ouais. Pardon, je précise juste, Benjamin, on voulait même faire, je sais pas si tu te rappelles, le Maghreb et l'Afrique, le Maghreb et l'Asie. Oui, on a effectivement une double page, le Maghreb dans les Suds, une influence limitée. On voulait parler beaucoup de la Chine et je sais pas ce qui s'est passé en fait au fur et à mesure de composition des infographies puis de rédaction du texte. Et bien la part de la Chine s'est réduite de plus en plus. Peut-être que dans une prochaine édition, il y aura une double page. On aura peut-être pas jusqu'à une double page, mais peut-être qu'on donnera plus de place à la Chine effectivement. Vraiment, j'ai hâte de le lire. Franchement, je suis américaine et j'étais prof de lettres comparées et francophones aux États-Unis.
Mais et pendant cette période, en fait, le Maghreb, c'était avant que j'ai fait des études en arabe à INALCO. Et pour tous mes collègues, je crois, le Maghreb était français. Et le progrès qui se passait là, tout, tout ce qui se passait pour le mieux était en français. C'était des francophones, c'était l'héritage des Français, même si c'était controversé. Et je crois que ce que vous avez essayé de faire, c'est d'élargir cette perspective, ce qui est énormément important, parce que la perception biaisée du Maghreb, même quand j'ai enseigné à Mohamed Al-Khamis Fibrabad et à Manouba une année chaque faculté, et j'ai découvert que même si je ne parlais pas le maghrébin à cette époque, sûrement au début, j'ai découvert que ce que j'avais été enseigné sur la francophonie était une partie de l'histoire. Une partie, non seulement à cause des décalages entre les pauvres et les riches et tout ça. Non, vraiment, il y avait un mélange. Les Berbères n'existaient pas dans les études francophones au début, quand moi j'étais là, ou minimalement. Donc, je crois que ce que vous avez, même si vous n'avez pas pu parler de tout, c'est que vous avez élargi la perspective sur le Maghreb. Et les liens, une question que j'avais, c'est que est-ce que vous avez parlé des relations de libre-échange et les conséquences du colonialisme qui n'ont pas disparu avec l'indépendance politique, qui continue à vraiment compliquer les choses. Et quand vous avez fait dans le titre, euh, vous avez vous avez évoqué le controverse, euh, vraiment c'est superbe. Je crois que c'est très important que ce n'est pas un guidebook pour les touristes. Non, non, je sais que ce n'est pas. Et alors, merci beaucoup. Merci. Alors moi, j'aimerais bien que les touristes l'achètent avant d'aller au Maghreb, au Maroc ou en Tunisie pour Il faut donner pour avoir un peu, voilà, à Djerba ou à Marrakech ou à Rabanet. Vous allez être contente si vous l'ouvrez en littérature comparée. Il y a une infographie de littérature comparée, puisqu'on a fait, à partir des travaux d'Abdelmajid Hanoum, une infographie sur le mythe de la Kaïna en arabe et en français, à travers les âges. Voilà. Qui la reprend, comment l'interprétation est faite à chaque fois. Plus sérieusement, moi, en tant qu'historien, un des objectifs que j'avais dans cet atlas, c'était justement de sortir du dialogue franco-maghrébin, le poids de la colonisation, de résumer le Maghreb justement à l'influence française. Ça, c'était l'objectif de départ, de dire on va faire plein de doubles pages sur les liens avec la Chine, sur les liens avec le reste de l'Afrique, etc. Et en fait, l'impression que j'ai eue, je sais pas Anne si c'est également ton cas, et c'est un peu ce qu'on a théorisé avec la mondialisation frontalière, au fur et à mesure du travail, de la récolte de chiffres dans des domaines qui n'étaient pas les miens en économie, par exemple, ou dans les circulations migratoires, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas échapper à ce lien post-colonial de dépendance en économie, des liens migratoires. Je crois que j'ai noté le chiffre tout à l'heure pour l'avoir, mais la question des remises, je ne sais pas si tu as le chiffre, Anne, mais la question des remises, donc les envois par des immigrés en Europe, notamment vers l'Algérie. On est dans le cas de l'Algérie, puisque c'est de ça dont je parle, quelque chose comme 90% des remises viennent de France. Donc 82%. 82%. 31% pour le Maroc, 59% pour la 31% pour le Maroc, sachant que 82 pour le Maroc, il y a l'Espagne. Il y a l'Espagne également. Donc le lien, il est toujours là. Donc oui, on a essayé d'ouvrir et en même temps, ben, on a vu, et c'est ça la mondialisation contrariée, c'est que les échanges et les liens, ils restent finalement dans certaines directions. Voilà, c'est pas une ouverture multidirectionnelle égale, pas toujours. Voilà, c'est les touristes. Eh bien, je crois que c'est la moitié des touristes internationaux au Maroc, c'est des Français et des Espagnols. Donc les deux anciennes puissances coloniales. Il y a pas mal d'Américains et de plus en plus de personnes d'origine asiatique, mais la moitié, c'est des Français et des Espagnols. Voilà. Donc oui,
volonté d'ouvrir, mais en fait, on se rend compte très rapidement qu'on est obligé de refermer par certains aspects. C'est notre interprétation, bien sûr. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Et c'est des choses, en fait, qu'on retrouve. Alors, nous, on a toujours eu ce point-là de dire, bah, oui, c'est une région qui est marquée par cet héritage colonial, sans toutefois s'y résumer. Et donc, on a toujours cherché à trouver un équilibre en disant, bah voilà, le Maghreb ne se résume pas à la colonisation, mais en même temps, bah, il y a des héritages qui sont très forts. Et il y a plusieurs cartes où on voit, il y a quand même une carte qui s'appelle les relations postcoloniales avec la France, par exemple, dans l'Atlas, où on voit, bah, en fait, la présence diplomatique et militaire, de la France qui est toujours présente au Maroc. Au Maghreb, eh ben, les zones d'influence culturelle avec bah, toutes les institutions françaises qui restent très présentes, comme par exemple tout le réseau des instituts français, des lycées français, des unités de recherche françaises à l'étranger, et aussi bah, très simplement les circulations en fait. Les gens circulent. Et donc on voit les circulations bah, d'étudiants, mais aussi, et moi il y a une donnée que j'aime beaucoup, c'est les gens circulent, mais l'argent aussi circule alors par les devises, les remises migratoires, mais aussi par les retraites. Ouais, Il faut ça, j'ai savoir adoré cette carte. Ça permet vraiment de sortir un peu de ce biais post-colonial. Voilà, c'est les migrations de travail, enfin, très datées au XXe siècle. Et finalement, voilà, des conséquences a posteriori, bah, les gens sont venus travailler. Maintenant, ils prennent leur retraite. Et cette carte est vraiment très réussie. Voilà, je l'ai notée dans. Ouais, c'est original parce qu'on la retrouve. En fait, on la voit pas tant que ça. Enfin, il y a eu des gens qui travaillent sur les retraites, enfin, sur les migrations de retraite, mais on la voit pas forcément de cette manière-là. On a les Ouais. retraités à Agadir également. On a failli faire une carte sur l'hivernage des retraités français à Agadir. Ouais, on a hésité. Mais juste pour vous donner un nombre, enfin, le chiffre qui est quand même intéressant, c'est 341 195 pensions de retraite françaises qui sont versées juste pour l'Algérie. En 2022, donc ouais, en effet, c'est intéressant. Et juste pour dire, on a parlé aussi, bah voilà, il y a l'économie, mais il y a aussi la question de la culture populaire. On a aussi fait une carte du football, par exemple, pour montrer bah, la circulation des joueurs. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont en fait encore formés en Europe, notamment en France, en Belgique, et qui ensuite rejoignent les équipes nationales. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit dans l'économie, aussi dans la culture. Les échanges entre pays du Maghreb, parce que entre la Tunisie et l'Algérie, entre la Tunisie et la Libye, bon, entre le Maroc et l'Algérie, je ne pense pas beaucoup, encore que, Il y en a, j'allais dire, quand la frontière est un peu plus ouverte, est-ce que c'est quelque chose? Parce que j'ai un souvenir, alors moi, j'allais dire, j'ai mon âge, mais il y avait eu des essais de réseaux électriques. Et je sais que l'Algérie a relativement récemment vendu de l'électricité à la Tunisie, par exemple. Enfin, récemment, je sais pas, mais à un moment donné. Donc, bon, l'histoire montre que, en tout cas, entre le Maroc et l'Algérie, il y a beaucoup de choses, il y a trop de contentieux pour qu'il y ait peut-être des échanges officiels, mais aussi, qu'est-ce qui se passe par en dessous? Alors, c'est un thème que l'on a abordé de façon dispersée. C'est pas quelque chose qu'on a pris de front. Il n'y a pas une double page sur l'intégration régionale, économique, circulatoire du Maghreb. Pour vous donner quelques exemples, alors je ne sais pas si on l'a mis finalement, mais il y a l'électricité, il y a aussi un oléoduc qui était prévu entre l'Algérie et le Maroc pour aller vers du côté de Tanger pour ensuite exporter. Pour vous donner un exemple, il y a la question du tourisme. On a parlé du tourisme tout à l'heure. Il y a les tourismes internationaux qui viennent d'ailleurs que le Maghreb, mais il faut savoir, là j'ai repris les chiffres, en Tunisie, 55% des touristes, en fait, c'est d'autres Maghrébins. C'est des Libyens et des Algériens, par exemple, qui viennent. Voilà. Donc c'est quelque chose de, si je lis bien mes chiffres, il y a cet aspect-là. Sinon, il y a d'autres petites circulations frontalières. Anne en reparlera peut-être, mais tout ce qui est commerce transfrontalier à la frontière entre la Tunisie et la Libye, ça on l'a. On pourrait aussi évoquer les camps de réfugiés sahraouis du côté de Tindouf. Bon, là, on a une forme de, alors justement, c'est pas une circulation, mais on a une forme de transnationalisme à l'échelle du Maghreb. Donc c'est quelque chose qu'on a un peu picoré à différents endroits, sans jamais l'aborder frontalement, honnêtement. Voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, ça arrive dans certaines thématiques. Et pour, par exemple, pour la question des circulations entre la Tunisie et la Libye, on a fait une carte de Ben Garden,
qui est une place marchande un petit peu transnationale à partir des travaux d'Adrien Doron. On a aussi, alors on a parlé des coopérations, mais on a aussi abordé, alors entre les pays du Maghreb, mais aussi la question des tensions et des concurrences, puisqu'on a fait une carte sur l'Afrique de l'Ouest comme zone d'influence entre le Maroc et l'Algérie, en montrant une forme de concurrence, les gazoducs, les banques, etc. Donc voilà, en effet, c'est des choses qu'on a abordées un petit peu plus de manière plus lâche, et qui n'a pas été un angle central d'étude. Mais c'est aussi lié à des faits, à une question géopolitique où, par exemple, on sait que le conflit en Libye, ça c'est quelque chose qu'on a écrit. Le conflit en Libye, il a mis fin à beaucoup en fait de circulation qui avait lieu à la frontière avec notamment la Tunisie. La question des tensions entre le Maroc et l'Algérie aussi. Il y a une frontière, alors il y a un petit peu de commerce informel et c'est aussi le fait qu'il y ait moins de données disponibles. Il y a l'enjeu des données. Je me posais des questions parfois pour certaines cartes. Là, vous évoquiez la carte où vous montriez l'influence du Maroc, enfin l'ouverture du Maroc en direction de l'Afrique et en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Et notamment, alors tu parlais Anne des questions d'hydrocarbures, mais enfin il y a aussi les questions des réseaux bancaires et vous mentionnez les chiffres de Tijari Wafa, c'est ça? Enfin d'une des banques. Comment vous avez obtenu ces données Alors ça, c'est Anne. d'un point de vue, enfin pratico-pratique, parce que les banques vous ont donné leurs données. Enfin, où est-ce que tu as trouvé ces questions d'investissement direct à l'étranger? C'est la carte centrée sur l'Afrique de l'Ouest, page Ouais. 85. Si on regarde la source, donc on voit bien que, alors il y a pas mal de données qu'on a pu avoir par la Banque mondiale, qui est quand même une ressource importante. Ah. Mais en ce qui concerne Attijari Wafa Bank, il y avait des données elles-mêmes de la banque elle-même en fait, qui produit Ok. des données et qui les met en ligne. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de banques qui étaient concernées, donc en fait tu vas sur leur site et tu regardes le nombre de succursales dans le monde. Voilà, en fait il y a beaucoup de, comme il y avait peu de données disponibles, peu de travaux, parfois il y a beaucoup de recherches qu'on a fait qui sont artisanales. Et ça, Ouais, typiquement, intéressant. là, c'est une idée. Voilà, on va chercher la grosse banque marocaine, puisqu'on va chercher l'influence en Afrique de l'Ouest, et on regarde. On fait souvent ça au cas par cas. Par exemple, pour la carte de Misrata en Libye sur le conflit, a été très compliqué à faire cette carte. Et je me rappelle avoir fait toute une recherche en arabe un samedi après-midi pour juste trouver où était le musée des martyrs parce que il n'était pas, etc. Donc il y a beaucoup de bricolage aussi dans cet atlas. Ah, en fait c'est assez impressionnant quand on voit la diversité de l'infographie. Enfin, vous êtes revenu rapidement dessus, mais la diversité des échelles, de l'infographie, des sources. Voilà, la carte sur le couscous, elle est assez drôle aussi. Il y a toute cette question aussi de la circulation, des circulations culturelles qui est présente à travers l'Atlas. Et ça aussi, c'est intéressant d'aller voir du côté, voilà, les sources YouTube, c'est ça, la musique qui circule entre la Turquie, le Proche-Orient et le Maghreb. Et donc, ça rebondit un peu sur ce que vous disiez, madame, hein. Voilà, ces liaisons à l'intérieur d'une région, finalement, cette intégration. Alors, le Maghreb, c'est un petit peu différent. Les Moyen-Orientaux ne regardent pas trop vers le Maghreb. De toute façon, ils comprennent pas la langue, donc comme ça, c'est réglé. Les Maghrébins regardent plus vers le Moyen-Orient et vers voilà la Turquie aussi, qui est un petit peu présente hein, dans votre atlas. Les séries, l'influence militaire. Ouais, c'est ça, l'influence aussi universitaire, culturelle, les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant. Donc c'est pareil pour YouTube, vous êtes allé chercher des données. En fait, il y a deux cas de figure pour ce qui est des données. Et il y a trois cas de figure. Il y a le cas de figure où la carte existe déjà, notamment pour les parties historiques. Quelqu'un a déjà pensé à faire une carte ou deux cartes et il suffit de les fusionner ensemble pour avoir quelque chose de nouveau. La carte de la guerre d'Algérie, de Alger pendant la guerre d'Algérie, elle existait parce qu'il y a un atlas autrement de la guerre d'Algérie qui existe par Guy Perville. Deuxième cas de figure, les données existent, il y a des travaux sur un sujet précis, mais il n'y a pas de carte de synthèse. Par exemple, le quartier des Maghrébins à Jérusalem, il y a le livre de Vincent Lemire, mais il n'y avait pas de carte de synthèse sur le sujet. Donc, on prend le livre de Vincent Lemire et on fait la carte à partir de là, des quelques cartes qu'il avait dessinées, mais c'était pas une carte de synthèse. Troisième cas de figure, il y a rien, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de données, et là il faut bricoler, comme disait Anne. C'était du vrai bricolage. Hein. C'est donc la carte de l'influence marocaine et algérienne en Afrique, c'est un bricolage à partir des cartes d'hydrocarbures, des cartes de la banque marocaine qu'on a évoquées, des cartes des centres religieux. Des écoles de médecine. Alors, on n'a pas fait les écoles de médecine, on a fait l'influence de la confrérie Tidjaniya, la centralité de Fès et les instituts de formation religieux en Afrique subsaharienne financés par le Maroc. Mais ça, il faut aller chercher, c'est très dispersé. J'ai été très impressionné dans votre propos, parce que j'ai pas lu le livre, l'Atlas, de l'absence, quasi
quasi totale du mot Méditerranée dans votre propos, surtout au début quand vous avez défini des zones et qu'est-ce que c'est que le Maghreb, etc. Bon, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et en creux, ça dit beaucoup sur le fait que, vu d'Europe, cette région, même si, enfin, elle a été appréhendée dans ce fameux partenariat euro-méditerranéen qui Oui. était déjà une nomination absolument atroce, parce on confrontait un continent et une mer. Mm. Déjà, et que la Méditerranée n'est pas du tout un espace qui est reconnu de l'autre côté de la Méditerranée. On ne parle pas vraiment beaucoup de ça, et je trouve que vous reconnaissez quelque chose en citant si peu ce mot. J'ai quand même une question sur le fait que depuis peu de temps, alors, est-ce que vous avez rencontré des travaux qui sont à la fois académiques et en même temps dans le champ des relations diplomatiques internationales, qui remettent en cause le fait que jusqu'à présent, c'est l'Europe qui avait des propositions à faire sur le Sud qui n'étaient pas discutables. D'ailleurs, le partenariat euro-méditerranéen sur lequel j'ai passé beaucoup de temps parce que je travaillais là-dessus à l'époque, a été un échec total. Et d'ailleurs, dont personne ne fait le bilan, entre parenthèses. Juste pour simplifier, elle a développé une industrie majeure qui est l'industrie des cocktails. Parce qu'il y a eu tellement de réunions et de cocktails, voilà. Et j'y ai participé personnellement. Et voilà, ma question, c'est la suivante. Ce que je commence à voir émerger, c'est la contestation du fait que les politiques, et notamment les politiques agressives sur la migration, puissent n'être élaborées et pensées que du point de vue européen. Je pense aux derniers travaux du Policy Center de Rabat sur la question justement des migrations à partir de beaucoup de travaux d'universitaires qui disent mais la migration, c'est pas seulement une question de frontières, c'est la façon dont l'Europe pense la migration comme une frontière. Mais derrière la frontière, il y a des sociétés, il y a la complexité du fait migratoire, il y a des hommes, des femmes, il y a des liens qui sont historiques, qui sont tissés entre les familles, etc. Voilà. Est-ce que vous avez senti ça, quelque chose qui remet en cause cette façon, vraiment très descendante du nord vers le sud, de penser le monde? Alors, merci pour votre question. Pour ce qui est des migrations, je laisserai Anne répondre dans un second temps, puisque c'est sa spécialité. Elle est spécialiste de la géographie des migrations. Merci pour votre commentaire sur la Méditerranée. J'en avais pas conscience particulièrement, puisque moi, un de mes objectifs, c'était de montrer que justement, ça s'inscrivait dans l'aspect méditerranéen. On a montré une carte tout à l'heure, hein, des corsaires, des circulations à l'époque moderne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des liens assez importants du côté de la Méditerranée. On n'a pas évoqué les projets euro-méditerranéens. Pour ce qui est des relations sud-sud et cette volonté un peu de se détacher de cadres géographiques que l'Europe essaierait d'imposer, alors on a une représentation des différents. C'est ici l'intégration du Maghreb à des organisations régionales. Et on peut voir qu'en fait, ces organisations régionales, ce sont des organisations qui ne sont pas nord-sud, mais sud-sud. Ou en tout cas horizontale plutôt que verticale, est-ouest, mais au sens de la carte. Des organisations qui fonctionnent pour certaines, comme l'Organisation de l'Unité africaine, même si certains pays ne sont pas forcément toujours dedans, comme le Maroc. D'autres qui sont plus moribondes, la Ligue des États arabes, par exemple, dont on n'a plus trop parlé, l'Union du Maghreb arabe, qui n'a jamais véritablement fonctionné. Donc, on a essayé de mettre en avant peut-être ces aspects-là quand on essayait justement de montrer, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de montrer que le Maghreb essaye par certains aspects de se détacher de ces liens privilégiés ou contraignants avec l'Europe. Et je pense que notamment tout ce qui est la politique africaine, on revient à cet aspect-là, est un aspect important. Parce que quand on regarde économiquement ou même diplomatiquement, les liens du Maghreb avec le reste de l'Afrique, et en particulier du Maroc, ce sont des liens qui permettent à ces pays, Maroc, Algérie en premier lieu, d'apparaître en premier, en fait, non plus comme des subalternes ou au second rang dans la mondialisation, mais en premier. Si on prend Tanger Med, le port de Tanger Med, c'est le premier port africain, c'est un port qui approvisionne une bonne partie du continent africain. Donc il y a cet aspect-là. Quand on prend les chiffres des balances commerciales, le seul continent ou ensemble géographique où les pays du Maghreb ne sont pas déficitaires du point de vue de la balance commerciale, c'est le reste de l'Afrique également. Donc il y a une volonté
de la part de ces pays de développer une relation sud-sud avec l'Afrique en essayant de diversifier, de ne pas rester dans les relations avec l'Europe, justement parce que ça leur permet d'arriver un peu comme d'apparaître comme des grands frères ou comme des premiers par rapport au reste du continent. Mais c'est Et la seule puis, espace géographique où ils peuvent le faire. si je peux me permettre aussi peut-être d'ouvrir des marchés en fait où là ils sont en position de force. Oui, voilà. Enfin, si on pense au Maroc en particulier que je connais un petit peu, par exemple pour l'agriculture, enfin Anne, tu confirmeras, le Maroc étant une puissance agricole, il se retrouve en position de force et il est à la recherche aussi de marchés en direction des Suds, du Sénégal, de toute l'Afrique de l'Ouest, Côte voilà, d'Ivoire. Côte d'Ivoire, etc. Enfin voilà, Exact. Ah ouais. Et Afrique d'ailleurs, le francophone. Maroc, francophone, oui. et d'ailleurs, le Maroc a fait une demande d'entrée dans la CEDEAO et qui est toujours en attente depuis, il me semble, 2017, quelque chose comme ça. Ouais, c'était 2017. Ouais. Voilà. Qui risque probablement en fait de rester en attente longtemps parce qu'il y a aussi toute une concurrence des produits marocains qui sont très forts justement dans l'agroalimentaire et qui s'y rendent, et une crainte de la part des États membres de la CEDEAO, si le Maroc rentre, et bien justement d'envahir les marchés et de devenir le leader du marché. Donc il y a aussi des enjeux en fait de développement, de coopération régionale, mais aussi de garder des précarés, voilà. En tout cas, de former des contre-pouvoirs, et ces associations-là, elles sont là pour ça. Sur la question des migrations, alors rapidement, hein, sans trop m'étendre, je suis d'accord avec vous et je vous remercie pour cette remarque. En effet, il y a un regard qui change sur les migrations, mais je dirais qu'il faut l'aborder, qu'il y a une double balance en fait, dans le sens où dans le monde universitaire, notamment chez les jeunes, les associations, les chercheurs, etc., il y a une volonté en fait de décentrer ce regard et cette ingérence occidentale et notamment européenne sur les migrations, avec des initiatives très concrètes qui ont lieu. Hein. Par exemple, à Rabat, il y a un groupe de jeunes chercheurs et d'étudiants juristes. Excusez-moi, c'est pas à Rabat, c'est à Tanger, qui a créé la clinique juridique Hijra pour justement aider les personnes en situation de migration, etc., former des formes de contre-pouvoir aux juridictions très autoritaires aussi de l'Europe. Mais je dirais que dans les faits, c'est beaucoup plus nuancé. C'est ce qu'on voit par exemple sur la carte qu'on a faite des migrations transméditerranéennes, hein, qu'on a appelé des migrations sous contrôle, avec malgré tout ce qu'on appelle l'aide au développement. En fait, des injections d'argent de la part des États européens et notamment depuis Bruxelles, avec des formes d'aide au développement qui en fait participent à une externalisation des frontières de l'Europe sur la rive nord de la Méditerranée. Hein. On voit les sommes colossales un petit peu, avec par exemple 152 millions d'euros en 2003 donnés par Bruxelles au Maroc. En Libye, c'est 252 millions, donc c'est considérable. Et donc, on voit que cette externalisation en fait du contrôle migratoire de l'Union européenne sur les territoires des Suds, elle est quand même encore très forte et très présente dans les faits, avec aussi la multiplication des camps de rétention qu'on peut voir sur la carte. Et je dirais même qu'il y a une tendance à une normalisation de ces relations. Par exemple, à Rabat, en avril dernier, donc il y a pas très longtemps, eh bien, il y a le programme TAM+, qui a été lancé, où justement, en fait, qui est financé par l'Union européenne pour encourager le Maroc à ce que la migration des travailleurs circulaires transnationaux en fait temporaires, et bien que ces travailleurs reviennent bien ensuite sur le territoire, restent sur le territoire et même s'y installent et montent des projets de développement. Donc je dirais que dans les faits c'est quand même plus nuancé, même s'il y a des associations, des initiatives plus petites, des chercheurs qui se saisissent de ces questions-là. Alors, du coup, j'aurais peut-être une question, Anne et Benjamin, dans toute cette dernière partie, dédiée à cette question d'ouverture au monde et dans la conclusion, vous parlez aussi de cette question de l'émergence, de la région, émergence économique, du développement et je voulais un peu savoir si, en travaillant sur cet atlas, vous avez aussi réfléchi à cette idéologie autour de la question du développement. Ça croise aussi pas mal de choses, hein, d'affirmation de la puissance, le fait qu'on est dans des pays qui se normalisent, qui veulent aussi avoir un rayonnement à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale. Et si vous avez des choses à dire sur cette question de est-ce que ce discours de l'émergence est repris par à ces échelles nationales, par la Mauritanie dont on n'a pas beaucoup parlé, ou par je sais pas par le Maroc, le plan émergent. Et est-ce qu'on peut dire en fait sur cette question de l'émergence à travers le cas maghrébin? Alors c'est une question très très large, mais ça m'a un peu interpellée. Alors peut-être parce que j'ai un cours de développement qui recommence à la rentrée de septembre. Est-ce que vous auriez
des Le choses à Maroc, dire. c'est sûr, essaye de le Ouais. positionner comme ça. Bon, c'est vraiment une question de géographie. Pardon, après, Donc, je suis question sur les histoires, pour les je vais en tant vraiment laisser qu'historien. Anne répondre, parce que là, je me sens beaucoup moins compétent qu'elle. Merci beaucoup pour ta question, Anne. Du coup, Benjamin, si tu veux, je peux répondre. La question de l'émergence, nous, on l'a abordée. En fait, alors, c'est pas un thème qu'on a voulu être central, dans le sens où il y a tous ces débats, L'idée, c'était aussi de sortir de la catégorisation des territoires, puisque il y a certains territoires qui sont classés comme émergents, etc. L'idée, c'était dans cette mouvance de revenir un peu sur ça. De s'en détacher un petit peu, de sortir aussi d'une vision en fait très normative des territoires où le développement économique amènerait un développement social. Et c'est pour ça que nous, tout un fil conducteur de l'Atlas, c'est aussi la question des inégalités. Et en montrant qu'il y a des parties émergées, mais il y a aussi des parties plus immergées, et qu'en fait tout se fait dans la nuance, et que justement ce développement économique, cette émergence sur la scène internationale des pays du Maghreb, elle se traduit aussi en fait par des inégalités qui sont très fortes. Elle a aussi un prix, elle les accroît. Par exemple, on a fait cette carte de Rabat-Salé qu'on a appelée une métropole capitale à 2 vitesses, pour montrer que justement Rabat, qu'on voit de plus en plus dans les projections, les imaginaires internationaux, qui organise des colloques, qui est vraiment une centralité économique, ça a aussi un coût qui est la ville de Salé, qui est une ville avec des classes beaucoup plus populaires, en fait, dans lesquelles résident les travailleurs, les infrastructures aussi, qui sont cause de nuisances, comme notamment, par exemple, l'aéroport, voilà. Donc, l'idée, c'était de montrer justement ces deux facettes, en fait, du Maghreb, et de nuancer un petit peu les discours sur ça. Par exemple, oui, il y a une économie florissante au Maghreb, mais il y a aussi des taux de chômage, en fait, qui restent beaucoup plus importants, et notamment dans les espaces ruraux, et encore plus chez les femmes. Donc, on a vraiment voulu montrer cette question des inégalités, à la fois dans les classes sociales, mais aussi entre les territoires, entre les genres aussi. Alors là, je vais pas trop insister, mais sur la question des hommes et des femmes, oui, il y a des droits qui progressent, etc. Mais il y a aussi en fait des inégalités entre les hommes et les femmes qui restent persistantes. Donc on le voit par exemple avec la carte le graphique de la massification scolaire féminine et masculine qui reste quand même plus inférieure en milieu rural et notamment chez les femmes. Et cette question des inégalités, de l'émergence qui reste aussi entre les territoires. Et encore une fois, cette idée qu'il y a des points d'ancrage de la mondialisation. Et ça, on le voit très bien avec la carte de l'accès à Internet, par exemple. On voit qu'il y a des espaces ultra connectés à la mondialisation, donc très émergés, qui vont avoir une visibilité sur les réseaux numériques, etc. Et des espaces beaucoup moins connectés, un peu plus en décrochage, notamment toute la partie sahélo-saharienne, plutôt saharienne, les espaces ruraux, etc. Et on voit qu'il y a des espaces ruraux qui sont aussi des espaces de départ, comme la région du Rif, on peut le voir sur cette carte-là, avec une évaporation de la population qui part dans des parcours migratoires. Mais ça, c'est aussi justement lié à des questions politiques. Donc l'émergence aussi, en fait, c'est l'émergence un petit peu, on récompense les méritants, mais par contre, les régions plus dissidentes, où il y a des formes de résistance plus fortes aux autoritarismes, elles vont rester émergées et beaucoup plus invisibilisées, ou en tout cas sanctionnées. C'est le cas du Rif, par exemple, avec un taux de sous-développement qui est beaucoup plus important, des taux d'alphabétisation, de scolarisation qui sont beaucoup plus importants que dans les restes du Maroc. Voilà. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais on a plutôt parlé d'inégalités. On vous montre beaucoup de cartes assez rapidement, mais le but, c'est de vous donner envie d'acheter l'Atlas pour que vous puissiez les voir en détail. Je me permets juste, Anne, de lire les dernières phrases de la conclusion qui résument bien tout ce que tu as dit et ce qu'on a essayé de montrer. C'est toi qui en es responsable, mais je trouve qui a écrit ça. Mais je trouve que c'est vraiment très, très bien et très parlant, donc je me permets de les lire. Le Maghreb permet de comprendre que l'insertion dans la mondialisation n'est pas nécessairement synonyme d'émergence, mais qu'elle peut prendre des formes plus discrètes. La région intègre la mondialisation en tant que périphérie et invite à penser ce phénomène autrement que par paliers tendant, grâce à la libre circulation, vers un inexorable développement social et démocratique. Voilà. Donc la mondialisation, c'est pas le paradis du néolibéralisme qui mènerait tous les pays vers la démocratie. Voilà. Du coup, je sais pas si vous avez, je suis beaucoup posé des questions en tant que géographe, parce que je suis géographe comme C'est un atlas de géographie, quoi. C'est un atlas de géographie, et puis j'ai un petit biais parce que ces atlas, autrement, on les utilise beaucoup à l'université. Enfin, j'imagine aussi que dans le secondaire, Oui. Vous l'avez pensé également comme ça, comme ressources pour la classe, pour les élèves, pour les études de cas, pour les concours, pour les concours aussi, bien sûr. Enfin, voilà, tout un ensemble de matériaux. Et l'originalité de cet ouvrage par rapport à d'autres atlas autrement que je collectionne un petit peu dans mon bureau, c'est cette partie historique.
Alors du coup, est-ce que tu pourrais revenir, Benjamin, puisque j'imagine que Anne, c'est pas forcément toi qui es à l'origine de ça. Voilà, c'est ce que je me disais. Voilà, comment tu as choisi en fait les planches que vous avez proposées dans cette première partie historique. Donc, pour vous resituer, on commence quand même à la préhistoire. Donc, c'est assez ancien. Donc, pourquoi commencer à la préhistoire? Voilà, quelle était l'idée en fait en choisissant toutes ces petites voilà, sur des milliers d'années d'histoire, tu en as choisi quelques-uns, quelques moments un peu charnières. Alors pourquoi et comment tu as travaillé pour cette partie-là? Alors, effectivement, j'en suis principalement responsable. Moi, ça me semblait pas possible de pas avoir une partie historique. Par exemple, j'avais lu un atlas autrement d'Amérique latine, et l'atlas autrement de l'Amérique latine, il commence sa partie historique à la colonisation. Ouais. Ce qui est un problème quand même, je trouve. Donc, autant on a travaillé à quatre mains, à six mains. T'allais encore plus. Ouais, Je veux dire, sur l'ensemble de l'Atlas, autant la partie historique, je suis le principal coupable, donc j'assume. Pourquoi la préhistoire? Eh bien, pour montrer à la fois qu'il y avait des choses avant la colonisation, qu'il y avait des choses avant l'islam également, hein, c'était important pour nous. Et puis c'était également dans l'idée de décentrement. On commence à moins 300 000, donc à 300 000 avant notre ère, parce que tout simplement, le plus ancien fossile connu d'Homo sapiens a été découvert en 2017 au Maroc. Enfin, il a été découvert avant, mais on l'a redaté en 2017. Donc le plus ancien Homo sapiens connu, c'est au Maroc. Et les Marocains. Enfin, les Marocains le présentent comme ça. Hein. L'humanité vient du Maroc, près de Marrakech. Donc, en mode décentrement, voilà, on parlait d'émergence. L'émergence de l'homme moderne, c'est pas seulement dans l'est de l'Afrique, hein, c'est également au Maghreb et sans doute dans d'autres endroits. Comment on a choisi les planches? Eh bien, j'ai essayé de périodiser, puisque autant l'outil principal en géographie, c'est de faire des cartes, en histoire, c'est la périodisation, donc des découpages de séquences historiques qui ne se résumait pas à la période coloniale. Alors, plus on se rapproche de notre présent, plus c'est précis, plus les périodes se raccourcissent. Dans la première double page, hein, c'est préhistoire et antiquité avec Carthage. La deuxième, c'est de la chute de Carthage à la chute de l'Empire romain. Donc, j'ai essayé d'avoir des séquences assez claires par grand empire la plupart du temps. Donc Carthage, ensuite Empire romain, les premiers empires musulmans, les autres empires musulmans à partir du, je crois que c'est 11e, 15e siècle, en choisissant des dates importantes. Par exemple, la date importante, c'est pas 1492 pour la rupture entre le Moyen Âge et la période moderne, ce qui m'a semblé. C'est pas non plus la découverte de l'imprimerie ou la prise de Byzance. C'est 1415. Non pas pour Azincourt, mais parce que c'est la prise de Ceuta par les Portugais, je crois. Ou les Espagnols, je me souviens plus très bien, ça fait longtemps que j'ai pas révisé ça. La date importante entre la période moderne et la période contemporaine, si tant est que ces périodes sont justifiées pour la région, c'est pas 1789, c'est pas 1815, ça m'a semblé être 1830. Alors c'est pas une rupture absolue, il y avait des liens déjà avant, mais ça chamboule quand même pas mal la région avec le débarquement français à côté d'Alger, etc. Pour ce qui est des choses à représenter, j'ai essayé d'alterner entre à chaque fois une carte régionale générale, les grands empires, les grandes puissances politiques, et un fil conducteur qu'on a eu dans tout l'ouvrage, mais qui est peut-être encore plus présent dans la partie historique, c'est les villes. Voilà, les phénomènes urbains. Moi, je trouve qu'on a été plus urbain que ruraux, Anne, sauf par certains aspects, mais un des fils conducteurs que je voulais avoir, c'était les villes. Voilà, représenter une diversité de villes. Donc, on a ainsi là, je vois, on a Fès sous la colonisation, on a Alger pendant la guerre d'Algérie, on a Meknès sous le règne de Moulay Ismail au XVIIe, on a Carthage dans les différents âges, on a Leptis Magna qui est une ville peu connue en Libye mais qui était une ville très importante à l'époque romaine. Il y a un empereur romain, Septime Sévère, qui est né dans cette ville. Voilà. Donc c'était un peu la façon dont j'ai choisi les cartes pour cette région, pour cette partie historique. C'était juste un retour sur l'immigration et faire le constat que malheureusement tous ces pays ont un rejet de la migration sahélienne très fort, que ce soit l'Algérie qui envoie ses migrants dans des bus et puis qui les lâche dans le Grand Sud, que ce soit la Tunisie avec les déclarations du président disant on va être submergé, etc. Le Maroc, je sais moins, mais c'est quand même... C'est moins
officiel, mais C'est un compliqué. point commun sur le terrain, à ces pays. malgré l'histoire. Et malgré l'histoire, effectivement. Bon, je ne parle pas de Nefertiti qui aurait été une gloire parce que ça, en Égypte, c'est aussi tabou. Mais alors que les contacts ont été forcément anciens, mais alors ça revient peut-être au problème de l'esclavage, effectivement aussi de l'esclavage fait par les Arabes sur ces populations. Mais c'était plutôt de l'autre côté de l'Afrique vers l'ouest. Ah non, non, c'était l'Ouest. Ah non, il y a des personnes qu'on appelle les Haratines au Maghreb qui sont des descendants d'esclaves. Il y a une population noire. Non, c'est vraiment une question importante. Moi, c'est un de mes sujets de recherche en tant qu'historien, la question de l'esclavage au XXe siècle au Maroc pendant la période coloniale notamment. Il y a beaucoup de populations noires dans tout le pays qui sont, alors tous les personnes noires sont pas esclaves à cette époque, mais c'est un point vraiment très très important. Alors sans parler des migrations, moi il y a une carte que j'ai bien aimé faire qui n'existait pas du tout et qui posait un certain nombre d'enjeux. C'est la carte de ce qu'on a appelé le passif humanitaire. On parlait pas de Mauritanie, beaucoup de Mauritanie, tu disais, mais c'est la carte qui concerne la Mauritanie sur ce qu'on a appelé le passif humanitaire en Mauritanie à la fin des années 80, au début des années 90. C'est une politique raciste menée au sommet de l'État qui a conduit à la mort de dizaines de militaires noirs en Mauritanie, à l'expulsion de populations noires du sud du pays qui ont été envoyés au Sénégal. Et qui, pour certains, ils sont restés pendant un quart de siècle dans des camps de réfugiés le long de la frontière, avec des histoires d'appropriation de terres, parce que c'est la région fertile du fleuve Sénégal, qui posent des questions importantes, je trouve, parce que ça permet aussi de questionner la définition du Maghreb. Si on reprend Hanoum que je citais tout à l'heure, il a cette idée que les Français ont créé le Maghreb pendant la période coloniale en faisant du Maghreb l'Afrique blanche par opposition à l'Afrique noire. Et les nationalistes dans les années 40, Ferhat Abbas par exemple, dans le manifeste du peuple algérien, il définit le peuple algérien comme un peuple blanc, par exemple. Donc il y a cette question, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté de la part de certains Maghrébins, qu'on dirait d'extrême droite s'ils étaient en France, de définir le Maghreb comme l'Afrique du Nord blanche, voilà, et d'expulser, comme ça a été le cas en Mauritanie, des populations noires en disant vous n'appartenez pas au pays. Voilà, la Mauritanie est un pays blanc. Donc c'est une question importante qui reste effectivement très très vive aujourd'hui, y compris dans les questions de migration. C'était il y a peut-être 15 ans maintenant. Elle a eu des blocages, elle a été menacée de mort. Au Maroc. Au Maroc, oui. À cause de cette histoire refoulée. Oui. La recherche n'est pas libre. On parle souvent de l'Algérie, mais la recherche au Maroc n'est pas tout à fait libre non plus. Il y a un grand nombre de sujets qu'on ne peut pas évoquer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tant qu'on ne touche pas au sujet sensible. Et c'est plus caché comme en Algérie. C'est plus insidieux. Ouais, c'est ça, qui est assez fascinant. En tout cas, au Maroc, les sujets sensibles, ils sont écrits en lettres gigantesques sur les montagnes. Oui. Hein, c'est-à-dire, c'est la devise. Dieu, la nation et le roi. Et le roi. Bah, Malik, Watan el Malik. Mais je voudrais juste aborder une question sur la dimension migratoire au Maroc, donc des immigrés au Maroc, subsahariens. Oui. C'est Anne, la spécialiste de migration. Pour Anne, alors. Parce que ces immigrés sahariens, pour une part, sont chrétiens. Et donc, ils réhabilitent des vieilles églises qui ont été fermées, et toutes empoussiérées, etc. Et donc, il y a des prêtres qui s'installent et qui refont vivre des communautés chrétiennes, peut-être un peu en mélangeant les protestants, les catholiques et peut-être même des orthodoxes, etc. Les évangéliques. Ouais. Et il y a donc alors, les islamistes ont attaqué cette population sur le thème, ils sont venus pour convertir les musulmans, mais dans l'imaginaire des sociétés, de la société marocaine que je connais un petit peu, c'est une espèce de bouleversement colossal, parce que normalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui vient du Nord, qui est riche et qui est blanc. Et là, c'est tout l'inverse. Et du coup, voilà, il y a comment dirais-je, des élus, par exemple, qu'on classerait à l'extrême droite, qui développent des politiques extrêmement racistes, de rejet, etc. Mais je connais par exemple une commune au sud d'Agadir où les immigrés sont appelés les nouveaux habitants et des initiatives culturelles pour l'intégration sont menées régulièrement. C'est la commune de Belfast.
peut-être pour ceux qui connaissent la région. Voilà. En tout cas, au Maroc, c'est vraiment vécu d'une façon complexe et il y a eu un garde-fou très fort. Ça a été la volonté, et réussie d'ailleurs, du Maroc de réintégrer l'Union africaine. Et dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que les vagues de régularisation ont été menées à but, disons, diplomatique continental. Ceci dit, ces régularisations, elles ont été temporaires. Là, au bout du terme, rien n'est fait, mais on ne les expulse pas. Alors, merci pour tous ces propos et ces précisions. Moi, je savais pas du tout cette question. Enfin, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé, la question de la chrétienté, etc., des subsahariens. Donc, merci, je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être juste 2 points pour compléter le propos. Ce qu'on peut voir en effet, c'est que le Maroc, il y a aussi des enjeux en fait d'installation. C'est un pays qui en fait qui est traversé aussi par ces enjeux d'installation de population, alors historiquement présente ou pas sur le territoire, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi avec les Juifs, la diaspora juive qui revient s'installer, qui reprend qui réactive la mémoire juive, etc. sur les territoires. Alors c'est pas tout à fait, c'est pas du tout la même situation sociale, etc. Mais il y a ces enjeux un petit peu. On voit que le Maroc, il est travaillé en fait au-delà de l'islam. Et donc il y a donc par ces diasporas et ces communautés. Et juste peut-être sur la question des subsahariens. Je me suis pas intéressée à la question de la religion, mais ce qu'on peut voir aussi, donc évidemment le racisme anti-noir qui est très violent au Maghreb, il est à la fois alimenté, réactivé par cette mémoire taboue de l'esclavage et aussi tous les discours politiques qui criminalisent la migration africaine au Maghreb. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait c'est aussi une main d'œuvre finalement qui est en fait c'est aussi des travailleurs. Et il y a peu de mouvements de régularisation et donc ça fabrique une forme de travailleurs en situation irrégulière dont aussi se joue le Maroc, puisque beaucoup en fait de travailleurs subsahariens sont utilisés pour travailler dans l'agriculture, alors que justement le Maroc est un pays qui manque cruellement de main d'œuvre agricole. Alors ironie de l'histoire, la main d'œuvre agricole part travailler en France, et du coup ce sont les subsahariens qui travaillent dans l'agriculture au Maroc. Donc finalement chaque pays a sa main d'œuvre étrangère à exploiter, corvéable à merci, avec finalement aussi des questions de droit du travail, etc. qui se posent. Et je dirais même ça va plus loin puisqu'il y a des associations marocaines qui se sont mises en place, notamment dans le nord du Maroc où il y a beaucoup de questions agricoles qui se posent puisque c'est les régions de départ des travailleurs saisonniers. Eh bien, des associations qui régularisent et qui forment les travailleurs subsahariens lorsqu'ils s'installent en agriculture. Donc, il y a aussi, en fait, les migrants sont à la fois, il y a un racisme qui est très fort, mais en même temps, il y a aussi un utilitarisme migratoire. Voilà, on exploite aussi leur précarité en les redirigeant vers des secteurs en tension. C'est fascinant parce que j'avais pas pensé ça forcément de cette façon, mais que ce soit les circulations ou le racisme, ça forme vraiment des chaînes hiérarchiques de mondialisation. Il y a l'Europe, il y a le Maghreb, il y a l'Afrique, en plus c'est nord-sud, le reste de l'Afrique. Ça fait vraiment, voilà, la même chose se passe à une autre échelle au Maghreb, surtout au Maroc, qui semble être une reproduction de ce qui se passe également en Espagne ou en France, mais avec les mêmes logiques, voilà, des logiques de mondialisation qui fonctionnent comme ça. Et pour compléter sur ces questions de religion au Maroc, vous avez des travaux actuellement d'une socio-anthropologue, notamment Sophie Bava, qui travaille sur ces questions de religion et de circulation en fait des religieux aussi, enfin des prêtres. Voilà, et qui a beaucoup travaillé. Enfin, elle a d'abord travaillé en Égypte et puis voilà, à faveur d'un changement de poste, elle est partie aussi au Maroc et elle travaille beaucoup sur ces questions justement de présence du christianisme dans ces sociétés qui sont largement musulmanes. Enfin, ça vous le dites et on le sait tous. Hein. Et comment, voilà, ça peut créer aussi des relations. Et puis côté Algérie, en fait, c'est aussi l'Église catholique qui est très présente, qui garde aussi une présence territoriale hein, avec ses réseaux de religieux, ses confréries religieuses dans tout le Maghreb, avec des figures aussi qui sont des figures chrétiennes politisées, enfin les rôles des évêques, des archevêques, et qui jouent aussi ce rôle d'accueil et de lien en fait avec voilà, de contact aussi entre catholicisme, évangélisme et puis société d'accueil musulmane. Quoi. Il y a également une thèse en cours qui sera bientôt soutenue à Sciences Po, j'ai oublié malheureusement le nom du doctorant, mais sur les évangéliques au Maroc, et qui montre bien qu'ils sont tolérés, mais ils doivent se cacher, surtout à partir du moment où il y a des Marocains qui sont des sujets du commandeur des croyants
C'est ça le Ouais. problème en fait. Qui transmettent la religion, qui sont sujets du commandeur des croyants, qui essayent de devenir évangéliques. Et le doctorant témoigne bien, il y a des espaces de culte, la police est devant pour vérifier. surveiller que que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas des djihadistes qui attaquent, mais aussi pour empêcher d'entrer des Marocains. Voilà. Et qui peuvent être identifiés et qui, la semaine suivante, eh bien, sont interdits d'entrer. Voilà. En disant, bah, tu es marocaine, tu peux pas, en fait. Ouais, parce qu'on se convertit pas. Voilà. On peut pas se convertir. De même qu'on peut pas renoncer à la nationalité marocaine, on peut pas renoncer à l'identité musulmane. Et ça serait juste une précision. Par rapport à la décennie noire qu'il y avait eu en Algérie, en fin de compte, il y a très peu d'écrits. Pourquoi? Parce il y a une loi qui est passée, celle de la réconciliation et de l'amnistie, qui dit à tout le monde, voilà, ça y est, on arrête les massacres, on pardonne à tout le monde, mais il n'est plus question que vous discutez de ça. Et actuellement, toute la gouvernance, toute la junte, et la plupart viennent effectivement des gens qui étaient aux premières loges des massacres. Et du coup, tant que ces gens-là sont vivants, ben, pour l'instant, il y aura rien d'écrit qui sortira. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, moi je connais des gens qui écrivent et qui disent, on attend soit ces gens-là décèdent et il n'y aura plus personne pour empêcher nos écrits, soit c'est nous qui décédons, et puis on laissera ces écrits-là. Mais il y a du travail, mais qui n'ose pas se faire. Et par rapport à l'Algérie, pour un like sur un post Facebook, on peut être emprisonné. Oui. Actuellement, il y a une telle répression qui monte très très haut à tous les niveaux. Il y a des gens qui se font arrêter. Ils sont arrêtés pour être intervenus sur certains débats ou pour rien du tout. Et ils savent même pas pourquoi ils sont arrêtés. Alors, il y a une telle, comment dire, un tel climat de paranoïa et puis de peur où sur des écrits, les gens n'osent pas plus sortir des écrits qui ne sont même pas des écrits politiques, hein, des ouvrages économiques. Dernièrement, il y a un économiste qui a dit une chose qui n'est pas du tout grave, qui n'en a rien, qui s'est fait arrêter. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi et au niveau des statistiques, ça fait un temps qu'en Algérie, les statistiques sont très contrôlées. C'est-à-dire qu'elles ont un sens politique. Et on donne, même la plus anodine des statistiques peut avoir un sens politique. Et du coup, il y a un contrôle. Et du coup, il y a une partie des statistiques qui peuvent être faussées, quoi. Bien Voilà. sûr, il y a... Alors, juste pour la question de l'électricité vers la Tunisie, c'est une question qui est très ancienne. Dans Bourguiba et Boumedienne, il y avait déjà, il y avait déjà de l'électricité qui allait en Algérie. Et c'était un moyen de contrôle politique, comme l'est le tourisme. Le tourisme tunisien, algérien en Tunisie, dans les années fastes de l'Algérie, est arrivé à plus d'1 million de touristes en Tunisie. En fin de compte, c'était un moyen qu'avait trouvé l'État algérien d'encourager les touristes algériens d'aller en Tunisie pour dépenser leur argent. Donc, c'était des aides. Voilà, il y a d'autres moyens qui sont celles d'échanges commerciaux économiques qui ne relèvent pas forcément d'une motivation économique, relèvent d'une motivation qui sont politiques et on a du mal à savoir parfois les... Juste sur la décennie noire, vous avez raison, il y a à la fois beaucoup de tabous, beaucoup de censure, une amnésie qui a été organisée qui rend difficile d'étudier ça. Il y a très peu de personnes qui travaillent sur la décennie noire. Il y a peut-être une thèse qui est en cours. Alors désormais, c'est plus la science politique qui s'en occupe, c'est versé en histoire, sauf qu'il y a quasiment aucun historien qui travaille sur l'Algérie post-indépendance. C'est vraiment très très rare. Il y a quelques Algériens, oui, effectivement. Et puis, il y a la question des sources. En fait, les sources, ça peut être des archives, mais les archives, elles sont pas encore ouvertes pour les années 90. Je parle des archives françaises, parce que les archives algériennes, c'est pas la peine d'y compter. Donc, l'autre option, c'est la presse. Mais la presse qui est censurée aujourd'hui, qui l'était déjà dans les années 90, de très nombreux journalistes qui ont été assassinés. Et sinon, c'est des témoignages. Mais qui va parler? Qui va accepter de parler sur ces sujets-là? Donc, il y a un vrai, blackout sur le sujet et la carte que j'ai faite, elle montre bien toutes ces difficultés parce que quand je fais le total des chiffres que j'ai pu trouver, j'arrive à quelques milliers d'assassinats. Les estimations des historiens, c'est entre 100 000 et 200 000 morts pendant 10 ans. Alors de deux choses l'une, on n'a pas du tout les données, on est vraiment très loin d'avoir les données complètes. Autre option qui m'a été proposée par une spécialiste de l'Algérie post-indépendance, Malika Rahal, si vous la connaissez, qui m'a dit mais si ça se trouve, on a surestimé en fait. Il y a une possibilité qu'on ait surestimé, que
ce qui s'est passé était tellement horrible, il y avait tellement tous les jours des morts dans les journaux qui étaient annoncés, que l'estimation qui a été faite, y compris par les spécialistes, était plus élevée. Ça n'empêche pas toute l'horreur de la décennie noire, mais on serait peut-être pas en fait entre 100 000 et 200 000. On serait peut-être à quelques dizaines de milliers, mais ça peut-être que les historiens futurs pourront estimer, mais ça restera vraiment très très compliqué. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anne, merci Benjamin. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci pour ce magnifique atlas du Maghreb, donc qui vient combler un vide éditorial, mais qui ne sera pas comblé côté maghrébin, du coup. Oui. Voilà. Donc, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup.